Bonjour à toutes, bienvenue sur Écrase les pédales, le grand retour après eh bien notre superbe émission si vous l'avez écouté, sur notre Tour de France de rêve qu'on avait fait avec Raphaël. Eh bien aujourd'hui, Raphaël n'est pas avec moi et c'est Titien qui me rejoint pour cette émission. Comment ça va Titien? Salut Poppy, salut tout le monde. Écoute, ça va très bien. Bah écoute, première participation pour moi à écraser les pédales. Donc bah écoute, je suis très content d'être là. Je voulais juste te dire qu'apparemment j'ai eu contact avec deux trois personnes qui se sont mis à essayer de faire le parcours du Tour de France que tu as proposé sur le dernier écrase les pédales. Malheureusement, depuis ils n'arrivent plus à pédaler tellement c'était dur. Voilà, je tenais juste à te le dire. Ouais, c'est la fameuse étape à 180 km et 5500 de dénivelé, ça doit être ça. Ah, je crois que là c'est pas passé là. C'était trop difficile. Il fallait s'alimenter en même temps, quelle idée, Eh quelle ouais, idée. c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, c'est Ticia qui me rejoint pour cette écrase les pédales. On vous expliquera le thème un petit peu plus tard. Avant toute chose, avant de commencer, n'oubliez pas que nous sommes en campagne d'adhésion ou de réadhésion, pour ceux qui avaient déjà adhéré à l'association l'année dernière. Du coup, toujours 2 packs. Le pack à 5 € pour, tout simplement, eh bien, nous soutenir, pour pouvoir participer à l'émission, voilà, participer aux AG, par exemple, et puis donner aussi son avis, évidemment. Et puis le pack à 25 €, vous avez un petit peu les mêmes choses, en plus d'un super t-shirt avec le design fait par Ella Coutances, magnifique t-shirt, le Vanderdog. Voilà, donc vous pouvez adhérer à l'assaut. Et puis on est également dans une campagne de recrutement où on recrute pour l'instant 2 profils de personnes. Donc tout d'abord un chroniqueur et une chroniqueuse, évidemment, pour pouvoir participer à l'émission. Et puis aussi une personne pour là, une partie communication sur les réseaux et puis aussi potentiellement écriture d'articles. Voilà, si vous voulez écrire des petits posts, voilà, parlant d'un coureur, d'une course, une anecdote, etc. etc. Faire le résumé un petit peu de la semaine, quand on arrive sur les grosses périodes de course. Voilà. On recherche un petit peu ces profils-là, donc n'hésitez pas à adhérer à l'asso, puis pourquoi pas à faire une petite postulation aussi. Le lien, il faut cliquer sur le lien Hello Asso, voilà, tout simplement, ça sera dans la description, donc pas de souci là-dessus. Et puis voilà, donc pour cette petite campagne d'adhésion et de recrutement, on va pouvoir commencer cet épisode d'Écrase les pédales, ce nouvel épisode d'Écrase les pédales. Et cette fois-ci, nous avons choisi un nouveau thème, le top 10 des étoiles filantes. Et qui de mieux que Titien pour nous expliquer le concept d'étoiles filantes? Je pense qu'on va bien rigoler parce que ça va nous faire Ouais. replonger un peu dans des anecdotes du passé. Donc, on est parti sur les étoiles filantes du 21e siècle, donc depuis l'an 2000 en fait, hein. Donc, voilà, ça fait pas mal d'années, mais je pense qu'il s'est passé pas mal de choses et vous allez voir, on vous a trouvé des coureurs. Je sais pas si vous allez retrouver le nom. Alors, en fait, étoile filante, il peut y avoir plusieurs définitions. On en a pris quelques-unes. Une étoile filante, en fait, ça peut être tout simplement un coureur. On va dire un coureur moyen qui fait des perfs par-ci par-là, mais souvent en second rideau, et puis d'un coup, il sort voilà, la perf de sa vie, il va gagner une étape magistrale, carrément, il peut aller gagner un grand tour ou faire podium de grand tour, idem sur un monument, et puis ensuite, bah, voilà, comme le fait l'étoile filante, il repart aussi vite qu'il est venu et il retombe dans son relatif anonymat, et puis ça peut être poussé à l'extrême. Vous allez voir qu'il y a des coureurs dans notre classement qui vont être vraiment poussés à l'extrême, c'est-à-dire carrément le coureur qui sort de nulle part. Le mec qui était même dans aucun top 15, aucun top 20 de course, et puis d'un coup, le mec vient taper bah, carrément un grand tour, un monument, ou faire podium en tout cas sur ces grandes courses. Et puis peut-être que voilà, un peu un troisième exemple typique de ça, ça va être un jeune coureur qui va progressivement décoller et atteindre un peu un pic avant de retomber aussi rapidement qu'il est venu et de pas confirmer les espoirs qui étaient en lui. Et puis on ajoutera que vous allez voir qu'il y a un petit peu malheureusement de dopage également dans ce classement, mais il y a certains coureurs qui se sont mis à perfer sur une année et qui ensuite bah voilà, se sont fait prendre dans les mailles du filet, on va dire, et qui sont retombés. Donc voilà, étoiles filantes, comètes, je sais pas comment on peut les nommer, mais je pense que tu es d'accord avec moi et on aura un peu ce type de coureurs-là dans notre top 10. Complètement, des coureurs qui sont arrivés et sont repartis tout aussi vite. On va commencer par la classique et la première de Titien, la première zone de collecte. Waouh, incroyable, là, la pression que tu dois avoir maintenant. Première zone de Eh ouais, collecte. ouais, première zone de collecte. Alors je te donne un premier coureur? Vas-y, on se balance des noms un peu de gars qui ne sont pas entrés dans notre classement et puis voilà quoi. Ouais, voilà, c'est-à-dire que le top 10, il a été difficile à faire. Moi, j'avais quand même quelques gars qui tapaient à la porte. Bah écoute, par exemple, j'ai un coureur qui pourrait sortir alors qui pourrait soit rentrer prochainement dans le top 10, soit arriver également à sortir de cette zone de collecte, mais c'est un Daniel Martinez, par exemple, de chez Ineos qui part Oh, chez Bora l'année prochaine.
Je sais pas si toi tu y avais pensé, mais Bah, tu vois, en fait, en fait, j'avais oublié le nom. Ça va être un peu ça tout le temps, je pense. J'avais non, complètement mais oublié. Daniel Felipe Martinez, Ah ouais. sa saison 2022, elle avait été incroyable jusqu'au Tour de France. Le mec, il avait été énorme sur le Paris-Nice, sur le Tour du Pays Basque, bah, je crois qu'il le remporte tout simplement. Enfin voilà, sur les Mhm. classiques ardennaises, je me souviens que Martinez, il était présent. Il fait une quatrième place sur Liège, je crois, un top 5 également à la Flèche Wallonne. Enfin, c'était un super attaquant. Moi, je m'étais dit au Tour de France 2022, ah, ça va être le principal adversaire de Pogacar et des Jumbo. Et bah, pas du tout. Depuis, Daniel Martinez, il a fait un mini coup d'éclat par-ci par-là, mais il cesse de décevoir. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu un ovni ce début de saison 2022 qu'il est retombé. Donc pas encore pas assez consistant pour rentrer dans mon top 10, mais en tout cas lui il figurait bien dans ma zone de collecte par exemple. Ouais, bah ça peut se comprendre. Martinez qui avait été annoncé comme un vainqueur potentiel du Tour, il me semble en 2021, je crois, ou 2022 peut-être, et au final complètement, complètement à l'arrêt maintenant et qui arrive plus à retrouver ses performances d'antan. Écoute, moi je pensais à un gars, on en a parlé un petit peu en off. Il aurait pu rentrer dans mes 10, il était dans mes 10 pendant un moment, mais il est ressorti. C'était Egan Bernal. Egan Bernal, pour moi, c'est une étoile filante dans le sens où, grosso modo, il a quel âge? 24 ans? 24, Ouais, 25 ans, un truc comme ouais, ça. 25 maintenant, 25. 25. Et en fait, Egan Bernal, bah voilà, on gagne le Giro en 2021, on gagne le Tour en 2019, et puis ensuite, bah, quasiment plus rien, quoi. Bon, il y a eu les conditions, les conséquences qu'on connaît avec cette terrible chute. Mais voilà, pour moi, Egan Bernal, c'est un mec que malheureusement, on reverra plus jamais à l'avant des courses, alors que c'était un potentiel de dingue. Il est arrivé super vite, c'est-à-dire qu'on l'avait vu en coéquipier de luxe pour Chris Froome notamment et Geraint Thomas. Et puis ensuite, il va gagner ce Tour de France d'une manière incroyable. Il va gagner aussi ce Giro magnifique. Et puis derrière, bah, plus rien, quoi. Et je pense qu'on n'aura plus jamais rien. Donc voilà, Egan Bernal, pour moi, c'est une étoile filante. C'est un peu malheureux à dire. Après, voilà, pour moi, c'est une étoile filante. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Alors encore une fois, c'est une étoile filante comme Martinez qui a possibilité de sortir de cette zone de collecte. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'on les a pas sélectionnés, c'est que voilà, ils ont tout n'est pas fini pour eux et Bernal surtout, il a malheureusement des circonstances aggravantes, mais je suis d'accord avec toi. Et puis si je peux citer encore un ou deux mecs de ma zone de collecte très rapidement sans rentrer dans les détails, Mais mais tu vois, n'hésite pas. j'avais des mecs comme Diego Rosa, comme du Blel Kadri, je sais pas si toi tu les as Ah, moi, je cités l'ai dans, mis, dans je l'ai ton mis. classement. Le Cadry, je l'ai Ah bah mis. voilà, on en parlera après, mais voilà, pour moi, c'est des coureurs qui étaient qui tapaient à la porte, mais Mm. parce qu'ils ont fait une ou deux performances marquantes, mais j'ai pas réussi à faire rentrer. Et il y a un mec, alors je sais pas si tu l'as mis, parce que pour moi, il peut mériter d'y être. Il tape vraiment très très fort à la porte. C'est Christopher Horner, le vainqueur de la Vuelta 2013. Je sais pas si Ah tu y avais ouais. pensé. Non, non, mais Et- son nom m'est passé sous les yeux, mais je t'avoue que j'ai pas relevé, quoi. ouais, Mais purée, mais mais, c'est mais tu vois, vrai. j'ai pas osé le faire rentrer parce qu'en fait, le mec a gagné la Vuelta à presque 42 ans. Donc, en En fin fait, de carrière, il est quoi. reparti parce que voilà, en fait, à 42 ans, tout le monde a flairé que c'était très louche et plus personne n'a osé l'embaucher derrière. Donc, finalement, il a fini sa carrière sur cette Vuelta remportée. Je crois qu'il avait fait juste une année à la Lamprey derrière. Bon, c'était vraiment très, très bizarre. Et voilà, je l'ai pas fait rentrer. Enfin, voilà, il était trop vieux et il n'y a pas eu vraiment cette phase de redescendre derrière. Donc, voilà, c'était un peu dur de le faire rentrer dans mon classement, mais honnêtement, il tape très très fort à la porte. Voilà, moi, c'est un peu ces coureurs-là que j'avais dans ma zone de collecte. Moi, j'en ai deux, trois autres à te citer. Alors, j'en ai un, j'en avais beaucoup parlé avec Raph de ce coureur-là. C'était un peu le débat. Moi, c'est Warren Barguil. Je sais pas trop comment le positionner parce que tu vois, il gagne quand même pas mal de courses. Mais en fait, Ah, mais clairement, hein. quand il chope son maillot à poids et cette victoire à l'Izoard en 2017, euh, pour moi, à ce moment-là, tu vois, on se dit, oh putain, mais Barguil, en fait, c'est un mec qui va aller complètement gratter des podiums de tour, etc. C'est un super grimpeur. Enfin voilà, il y a beaucoup d'espoir sur Warren Barguil. Puis au final, bah, c'est un peu parti en demi-teinte. Quand tu sais, c'est sur la Vuelta où. Merde, je sais plus à quelle année, au tout de 2015 ou un truc comme ça. Sur la Vuelta, tu sais, il fait top 10. On se dit, waouh, purée, un mec qui est en train de naître, il prend des étapes sur le Tour d'Espagne, il en prend sur le Tour de France, mais après, plus rien, quoi. Et Ouais, ouais, tout à il fait est d'accord. usé, tu vois. Il est usé. Et maintenant, bah, Warren Barguil, il a 32 ans, donc bah voilà, c'est assez fou. Et puis, j'avais un autre type, bah, alors, que je connais un peu plus parce que c'est un coureur de chez moi, c'est Brice Feuillu. Je sais pas si tu connais. Ah Euh, bah, Arcalis 2009 et plus rien, c'est ça? Exactement. Palmarès, tu vois, je l'ai sous les yeux. Septième étape du Tour en 2009. Et après, deuxième des boucles de la Mayenne en 2014. Et plus rien, quoi. Mais en fait, le truc, c'est qu'il gagne à Andorre Arcalis. Devant des Contador, bon, avec l'échappée qui va bien. Devant des Contador, etc.
Et puis, il gagne surtout très jeune, tu vois. Un grimpeur jeune qui va gagner une étape de montagne sur le Tour, bah, tu te dis, ah putain, tu vois, c'est un peu des images, à l'image des Pierre Roland, des Thibaut Pinot, ce genre de mecs-là. Et après, bah, plus rien, quoi. Et du coup, ouais, étoile filante, lui aussi. On Ouais, va, ouais, je suis d'accord. on va peut-être pouvoir passer au top 10 si t'en as plus trop à citer. Non, non, derrière, là, pour moi, on va rentrer dans du très lourd dès le début du top 10, hein. Et bah, parfait. Écoute, tu tiens, pour ton premier écrase de pédale, je te laisse commencer, inaugurer ce top 10. Eh ben, allez, c'est gentil. Eh ben, écoute, j'avoue, j'ai un peu triché sur la deuxième place. J'ai mis deux mecs, mais On a parce le qu'ils vont droit. ensemble. Alors, voilà. Tu vas me dire si tu connais ces noms, mais Santiago Pérez et José Ivan Gutiérrez. Alors, Santi Oh, Pérez, pas du tout. deuxième de la Vuelta 2004, derrière Roberto Heras, et José Ivan Gutiérrez, deuxième du Giro d'Italia 2006, derrière Ivan Basso. Alors, pourquoi j'ai mis ces deux mecs en même temps et pas plus haut? Parce que, honnêtement, voilà, bon, ils sont un peu tombés dans l'oubli et les noms que j'ai derrière sont beaucoup plus récents et en tout cas connus actuellement. Et ensuite, pourquoi je les ai mis ensemble? Parce que c'est deux mecs qui ont fait deuxième de grand tour, deux mecs qui ont un lien, celui de l'équipe Phonak. Alors, je sais pas si tu te souviens de cette équipe, mais Ça c'était une aussi, c'est une équipe étoile filante, non? dans les années 2000. Ah ouais, ouais, l'équipe Phonak, non, bah, qui a mal fini avec les histoires de dopage, etc. Mais notamment Floyd Landis, qui était à la Mm. Phonak quand il a à son fameux tour 2006, là où il a été maillot jaune, puis finalement déclaré non vainqueur. Et donc voilà, Santi Pérez, Rosemen Gutiérrez, deux mecs de la Phonak, deux mecs qui n'avaient rien fait avant ces deux grands tours là où ils ont brillé. Et puis ils se mettent, voilà, Santi Pérez, je me souviens, il avait gagné trois étapes de la Vuelta 2004, il avait fait douter Roberto Heras vraiment jusqu'au bout. Et puis José Ivan Gutiérrez, alors lui c'était un rouleur, mais un mec hyper lourd qui passait pas la montagne. Et puis il se met à faire deuxième du Tour d'Italie 2006, avant je crois d'avoir des petits problèmes avec la justice suite à une affaire de dopage dans la foulée. Encore le Donc voilà, dopage. écoute, je voulais les citer ensemble parce que voilà, c'est des mecs voilà, des années 2000, mais qui rappellent pas une très bonne époque du vélo, mais deux mecs qui ont fait deuxième de grand tour et qui sont retombés, qui étaient totalement dans l'oubli avant et qui sont retombés totalement dans l'oubli après. Donc pour moi, ça collait bien avec une étoile filante. Et puis quand même, c'est des deuxièmes places en grand tour, donc c'est pas n'importe quoi. C'est clair, mais en vrai, c'est ouf parce que tu vois, tu as cité 2 mecs qui ont fait deuxième de la Vuelta et oh, j'ai aucun souvenir de ces gars-là, tu vois? J'ai jamais entendu ce nom nulle part, enfin, bon après c'est pas Ah ouais, forcément la bah, même époque, t'inquiète. je sais pas comment je suis pas vraiment le vélo à ce moment-là, mais souvent c'est des noms que tu retiens, les mecs qui font deuxième de Ah par exemple, bah là, le 2 Tour de France par c'est exemple, tu vois, des dernières années, peut-être que je les connais potentiellement je les connais tous, tu vois? Mais là, ouais, ouais, deuxième non, tu non, t'en mais souviens pas, quoi. clairement, ils ont fait aucun autre résultat, hein, donc non, non, c'est tout à fait normal que ça revienne pas tout de suite. Et pour moi, C'est du coup, dingue. c'est bien des étoiles filantes, quoi. Et bah, écoute, je passe à mon dixième aussi. J'ai mis un mec, que je connais, que j'ai vu gagner une étape sur le Tour, j'ai mis Yarlinson Pantano, si tu te souviens. Oh, je Heu, l'avais ouais, oublié. ouais, qui gagne une étape sur Oh, sur le Tour. Il me semble qu'il 2016, non? 2000, Ou 2000 je sais plus, je oui sais plus. 2016, 2016. J'ai Ok. sous les yeux, c'est bon. 2016, alors je l'ai mis assez bas parce qu'il quand même il gagne certains trucs derrière, tu vois? Il va gagner, il est champion du Colombie du contre-la-montre, il est deuxième du championnat de Colombie sur route, il gagne aussi une étape du Tour de Catalogne en 2018. Enfin voilà, il fait quand même quelques petits résultats par-ci par-là. C'est pas un coureur qui était bon, hein, voilà, c'est pas un super coureur. Et en fait, il gagne cette étape du Tour de France. Je crois que c'est devant Alaphilippe qui gagne. Il me semble, et Alaphilippe avait eu un problème technique dans une descente, je crois que c'est ça. Et c'est ouf de se dire que voilà, Pantano, il a gagné une étape du Tour, et souvent les mecs qui gagnent des étapes de Tour, tu t'en souviens, tu vois. Les mecs comme ça, c'est la victoire de Euh, leur vie et et tout. sincèrement, je Tu- m'en souviens plus du tout, Et tu mais vois, lui, on s'en souvient pas. Moi, je me suis dit, ce mec-là, je m'en souviens pas. Et j'y pensais aujourd'hui, je pensais un petit peu à ça. Et je fais, mais putain, mais Pantano, c'est vrai qu'il a gagné une étape du Tour, ce gars-là. Mais je m'en souvenais, mais pas du tout. Et du coup, voilà, pour moi, il résumait très bien l'étoile filante. C'est-à-dire, le mec gagne un truc, et après, plus rien. Et c'est-à-dire que tu connais pas son palmarès d'avant, ni son palmarès d'après, t'as jamais entendu son nom. Tu sais, c'est souvent les équipes, il était chez Yam Cycling à l'époque. Enfin, tu vois, genre, le truc, mais improbable, quoi. Et voilà, donc voilà, Yarlinson Pantano, dixième, parce que quand même il a gagné écoute, deux trois petits je trucs. valide bien. Écoute, Je j'avais pense que ça pas va trop être de ça un peu souvenirs de tout ce le long. coureur, voilà. Je crois qu'après son année 2016, justement, il gagne son Tour de France. Je crois qu'il avait été embauché à la Trek pour aider Alberto Contador en montagne. Et puis finalement, il avait été hyper décevant. Et puis après, il Bah a tu vois. disparu complètement. Donc, ouais, non, mais je suis d'accord, c'est une belle étoile filante, ça aussi. Donc voilà, après bon, pour classer les 10 je t'avoue, j'ai pris un peu, j'ai fait un petit peu, c'est dur, tu vois? Parce que c'est des mecs qui ont pas de palmarès forcément. Du coup, j'ai classé un peu par rapport à ce que je me souvenais, un peu voilà, et cetera, et cetera. Du coup, lui, je l'ai mis en 10 pour ouvrir le bal. Je te laisse faire ton neuvième, c'est parti.
Eh bien, mon neuvième, c'est un coureur, bah, enfin, toujours dans le peloton actuellement, un baroudeur, un des meilleurs baroudeurs de ces 10 dernières années, on va dire, et j'ai envie de parler de Thomas de Gent. Alors, ça va peut-être faire Ouh! débat, mais ouais, ouais, ça va peut-être faire débat, mais est-ce que tu savais que Thomas de Gent avait fait troisième d'un grand tour? Oui, je me souviens, Eh j'avais oui, entendu cette info. Giro 2012 remporté par Ryder Hesjedal devant Joachim Rodriguez à l'époque et Thomas de Gent avait terminé troisième. Et à cette époque-là, je me souviens, on s'était dit, Thomas de Gent, c'était sur l'avant-dernière étape qui arrivait au sommet du Stelvio. Il était, je crois, même pas dans les 5 premiers du général avant cette étape. Et puis en fait, il était parti, il avait fait une échappée phénoménale sur cette étape. Il avait fini 3-4 minutes devant le groupe des favoris et il avait fini troisième de ce Giro. Et on l'avait découvert 1 ou 2 ans avant avec des capacités de baroudeur puncher. Et puis on s'était dit, bah voilà, Thomas de Gent, il s'est roulé, maintenant il sait faire c'est un coureur hyper endurant, il va partir dans les échappées en montagne, ça va être un solide coureur de grand tour. Et puis Thomas de Gent, voilà, n'a jamais confirmé ensuite sur aucun grand tour. En fait là où je voulais le citer comme étoile filante. C'est très dur hein, parce que Thomas de Gent, c'est un coureur qui a beaucoup gagné par la suite, qui est sûrement un très grand baroudeur. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est ce truc de je débarque sur un grand tour, je fais un résultat inattendu, troisième d'un Giro, c'est pas rien. Et puis derrière, mais il n'y a jamais plus aucun top 20 sur un grand tour. C'est redevenu le baroudeur qu'il était. Mais voilà, alors je sais que ça peut faire débat, mais j'avais envie de le citer dans ce top 10 parce que je me suis rappelé que De Gent avait fait un podium de grand tour et je suis pas sûr que là, dans tous ceux qui nous écoutent, certains qui suivaient pas forcément le S'en vélo à cette époque souviennent. arrivent à y croire. Voilà. Donc voilà, écoute, je l'ai mis en 9e position. Ça peut se comprendre par rapport à ce résultat, mais c'est vrai qu'on a du mal à. Tu vois, c'est un mec qu'on entend tout le temps parler. Tu vois, Ouais, je souvent tu vas le sais. mettre dans ton équipe Cycling Fantasy parce que tu te dis, pas aller chercher une petite étape, etc. Bah, comme il a gagné à Saint-Etienne en 2019, je crois. Et Ouais. non, mais c'est clair que par rapport au top 3 de Grand Tour, ça, mais je pense que oui. Je l'avais entendu récemment, quand il avait fait une échappée, je sais plus quoi. Et tu sais, souvent, sur la stat, le truc qui ressort, c'est Ouah, Thomas de Gent, il a fait troisième du Giro, etc. Et je l'avais entendu comme ça, mais c'est vrai que tu vois, c'est un truc que personne ne se souvient, quoi. Mais là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Écoute, moi en neuf, j'ai mis un mec que tu viens de citer. Est-ce que ça. Je sais pas trop. En fait, j'ai trouvé ça assez surprenant. J'ai mis Ryder Hesjedal. Moi, j'ai le souvenir d'un Ryder Hesjedal fatigué contre Pierre Roland à l'Alpe d'Huez. Il me semble que. Non, c'était pas contre Pierre Roland, je dis n'importe quoi. Mais j'ai le souvenir un Ryder Hesjedal fatigué à l'Alpe Non, d'Huez. c'était en 2015 quand Pinot Christophe gagne. Riblon. Non, c'était pas. Il Ah non, part c'est avec. oui, c'est ouais, c'est Pinot, Ouais, c'est exactement. avec Pinot, quand Pinot le lâche dans l'Alpe C'est d'Huez ça. en J'ai 2015. ce souvenir d'un mec ultra fatigué, Ryder Hesjedal, mais on oublie que c'est un mec qui a gagné le Giro. C'est ça. Ouais, c'est Je trouve incroyable, c'est improbable, incroyable. tu vois. Alors je l'ai mis quand même assez bas parce qu'il a quand même d'autres résultats qui sont quand même satisfaisants, tu vois. Là, je vois 2010, c'est une année dingue, hein. Deuxième de l'Amstel, il fait neuvième de la Flèche Wallonne, sixième du Tour, sixième de la San-Sébastien. En 2015, il refait cinquième du Tour d'Italie. 2014, il est encore top 10 du Tour d'Italie. Il gagne une étape sur la Volta. Donc voilà, il fait quand même quelques résultats, tu vois. Pas des résultats flamboyants. Parce que tu vois, souvent les huitièmes places sur Liège, bon, ça se trouve, t'es dans l'échappée. Et puis en fait, le peloton vient pas. Et puis au final, tu finis huitième et tu prends 2 minutes sur le vainqueur. Et tu finis avec 30 secondes d'avance sur le peloton. Enfin, je sais pas, tu vois. C'est pas des résultats qui sont ultra significatifs. Puisque sur les courses d'un jour, pour moi, tu y vas pour gagner. Et si tu gagnes pas, forcément, c'est une déception. Bref. Et du coup, c'est un mec qui a quand même gagné un grand tour avec Hesjedal. Je trouve ça assez ouf. Enfin, peut-être que les fans de vélo, tu vois, se souviennent de Ryder Hesjedal en vainqueur du tour du Giro. Mais tu penses que tu vas voir quelqu'un dans la rue et tu lui montres une photo de Ryder Hesjedal, ou du moins tu lui en parles, le mec c'est impossible qu'il voit qui c'est, tu vois. Et pourtant, il a gagné le Tour d'Italie, qui est le deuxième grand tour, je pense le plus coté après le Tour de France. Mais voilà, je peux pas non plus le mettre trop haut parce que je trouve qu'il a quand même des résultats qui sont vraiment plus que satisfaisants à côté. Mais voilà, je voulais le mettre quand même. C'est un des premiers noms qui m'est sorti, qui m'est venu à l'esprit, tu vois, de me dire, bah, c'est vrai que Ryder Hesjedal a gagné un grand tour, quoi. Enfin, Ouais, voilà. je suis d'accord avec toi. Disons que s'il est plutôt vers la huitième, neuvième place, ça me va parce que effectivement, encore une fois, c'est pas un mec qui a disparu totalement après. Mais je dirais que c'est le mec qui a saisi la chance de sa vie et qui l'a bien saisi. Ouais, Écoute, clairement. non, non, mais ça s'entend. Voilà, et c'est vrai que Ryder Hesjedal, c'est pas le mec, tu vois, avant son Giro, mine de rien, je crois que son meilleur résultat sur un grand tour, ça devait être, je crois qu'il avait fait sixième d'un Tour de France ou un truc comme ça, donc ce qui était pas trop mal, mais de là à se dire que Ryder Hesjedal allait remporter un grand tour, bah, c'est vrai qu'on en était loin. L'année d'avant sur le Tour de France, je me souviens qu'il faisait des échappées où il se faisait même battre dans des montées par des Toroshoft ou des Bossenhagen, donc c'est un très bon coureur, Ryder Hesjedal, mais là, c'est clair que voilà,
il a fait un résultat de malade, surtout que, bah, voilà, il était opposé à des Joachim Rodriguez à l'époque, je me souviens, à des Michele Scarponi, à des coureurs comme ça, des Pozzo Vivo, des vrais grimpeurs, des Rigoberto Urán sur un Giro, voilà, et il les avait Ouais, tous ouais. battus. Je me souviens que c'était à la surprise générale, il était Mais très, c'est très ouf, fort hein. en montagne et je pense qu'il avait été sous-estimé. Donc, non, bah écoute, voilà, je suis d'accord avec toi. Une bonne étoile filante qui a su saisir sa chance quand il le fallait. Donc, bravo à lui, mais je l'avais un peu oublié aussi, pour tout te dire. Et on les oublie vite, j'ai envie de dire, mais c'est un peu le principe de ce top 10. Ça va être assez marrant quand on va continuer à avoir des réactions en mode mais purée, mais carrément, ce mec-là, je l'avais complètement zappé. Donc, du coup, c'est. Voilà. Ryder Ejder, 9ème chez moi. Et du coup, bah, 8ème pour. Bah, du coup, ton 8ème, tu vas nous le dire dans quelques secondes. Ouais, je vais peut-être encore faire débat, mais moi, en huitième position, j'ai mis Alberto Bettiol, le vainqueur du Tour des Flandres Ah, j'y ai 2019. pensé, mais je me suis dit, quand Et même, tu vois, un peu le ouais, même profil mais que je me De souviens. Gent. Ouais, ouais, voilà, en fait, je me souviens que vous l'aviez mis dans Écrase les pédales sur les coups de panache, là, Ouais, Alberto Bettiol, je crois que c'était Raph qui sur le l'avait Tour mis des Flandres, ouais. dans son classement, effectivement. Et alors, Alberto Bettiol, c'est un très bon coureur, mais ce qu'il a fait sur le Tour des Flandres 2019, c'est un ovni au milieu de tout ça, parce que bah, je me souviens de ce Tour des Flandres, c'était parce que j'ai des bons souvenirs parce que c'est celui où Mathieu Van Der Poel il était tombé, il avait fait sa course poursuite là, donc je m'en souviens bien. Mais Bettiol, dans le vieux Quarmont, il avait porté une attaque, mais personne n'avait pu suivre. Et pourtant, il y avait des monstres à l'époque, hein. Il y avait du Van Aert, il y avait du Van Der Poel, Alexander Christophe, il était très très fort à l'époque. Enfin voilà, il y avait quand même du très Il y haut avait du beau niveau. monde, ouais. Et ce jour-là, mais Bettiol, il était intouchable. Je me souviens qu'il volait. Il volait littéralement. Et je m'étais dit à ce moment-là, ouais, on tient quelque chose. Enfin, je crois que quand il avait gagné, c'était la première victoire de sa carrière, Alberto Bettiol. Et quand tu gagnes le Tour de Flandre en première victoire de ta carrière, c'est un truc de fou. Effectivement, je ne l'ai pas mis plus haut parce que derrière, ça reste quand même un des coureurs, un des meilleurs punchers aujourd'hui du peloton. Il a gagné des étapes sur le Giro, il a failli gagner une étape sur le Tour de France, il a fait des podiums voilà, sur les Strade Bianche, etc. Donc, c'est un coureur qui est présent. Cette année, sur les mondiaux, il a encore été très très fort. Donc, non, non, c'est un très bon puncher, un très bon rouleur. Mais voilà, il a jamais confirmé finalement son Tour de Flandre 2019 qui était stratosphérique. Donc, voilà, pour moi, ça me semblait assez juste de le faire entrer dans ce top 10 en huitième position. Parce que voilà, encore une fois, il a réalisé un truc de fou. Mais il n'est pas retombé totalement dans l'oubli derrière et ça reste un bon coureur. Ouais, clairement, en vrai, je comprends que ce coup de punch qu'il ait fait dans le vieux Quarmont est impressionnant, Bettiol, ce jour-là, vraiment. Mais tu te. Enfin, c'est incroyable. Et après, derrière, bah, de passer du statut à vainqueur de classique face aux spécialistes de ces courses-là à bah, simplement un bon puncher du peloton, tu vois, bah, c'est vrai que ça peut vite faire. Enfin, ça peut, je comprends le choix en fait de le mettre dans ce top 10, mais après j'ai du mal, peut-être encore plus qu'avec Thomas de Gent, parce que tu vois, Thomas de Gent c'est plus l'image de l'échappée, un peu plus baroudeur, alors que pour moi, Vettel c'est vraiment le mec puncher pour aller gagner l'étape, tu vois. Hmm. Et du coup, j'ai un peu plus de mal, mais en vrai, je comprends, quand tu compares à sa performance sur le Tour des Flandres, c'est vrai que là-dessus, mais je te comprends totalement, hein, franchement, hein, je suis totalement d'accord avec ce fait-là. Écoute, moi en 8 j'ai mis Christophe Riblon. Je l'ai mis en 8 un Ah, peu pour les mêmes raisons. Enfin, je l'ai pas mis très très haut, un peu pour les mêmes raisons que Ryder Ejder. Il a quand même un palmarès qui est pas trop mal. 6ème classique Saint-Sébastien, voilà, il 4ème du Tour de Pologne, 3ème du Tour de Pologne, 9ème de Tirreno, 2ème des championnats de France du contre-la-montre, voilà, je lis un peu ce que j'ai sous les yeux, 7ème du Critérium du Dauphiné. Mais en fait, Christophe Riblon, prix de la compétition, c'est sur le Tour de France, etc. Christophe Riblon, c'est un mec qui a gagné l'étape du Tour de France où il y avait 2 fois l'Alpe d'Huez à grimper. Genre, c'est ouf, tu vois, genre 2 fois l'Alpe d'Huez à grimper. Alors, on l'a pas mis très très haut avec Rav dans le classement des cols français. Mais c'est quand même, voilà, l'Alpe d'Huez, c'est c'est mythique quand mythique. même. Et donc, ils l'ont fait 2 fois. Donc, c'est une étape c'est une des rares étapes dans le Tour de France, même peut-être la seule, où tu passes 2 fois l'Alpe d'Huez. Tu te dis, les favoris vont essayer de jouer la gagne. Et au final, Christophe Riblon, lui, il va aller remporter cette étape de la double montée de l'Alpe d'Huez. Mais c'est incroyable. Et avec la ferveur qu'il y avait, enfin, je sais pas si on se souvient, c'est quand il rattrape Van Garderen, Ouais, qu'il euh, l'avait lâché au il, début la- de la montée en il le plus. dépose dans la montée. Ouais, Enfin, c'est incroyable, c'était avec fou. toute l'ambiance qu'il y a, tu te dis, waouh, putain, Christophe Riblon, le truc de ouf. Et derrière, bah, après ce Tour de France 2013, il y a plus rien, quoi. Pas une vie. Il y a juste voilà, des, des, des top 10 sur le Tour de Pologne.
une étape sur le Tour de Pologne et c'est tout. En gros, son palmarès après le Tour de France, à Christophe Riblon, c'est Tour de Pologne. Voilà. Et Ouais. après, il y a quand même du palmarès avant, tu vois, il a été deuxième Tour de l'Avenir, etc. Mais quand même, je trouve que tu gagnes une étape où il y a 2 fois la montée d'Alpe d'Huez. Forcément, t'as attendu sur d'autres étapes comme ça, tu vois. Et limite pour aller jouer genre des maillots à poids ou pas forcément le général, puisqu'à cette époque-là, il y a Romain Bardet qui arrive. Mais, euh, mais voilà, je trouve ça quand même assez ouf. Pour moi, c'est vraiment l'étoile filante. C'est-à-dire que tu gagnes une étape de dingue avec une ambiance de dingue dans un contexte de ouf. Et après, plus rien. Tu t'éteins. Genre, c'est assez fou. Ouais, mais tu vois, Christophe Ribon, c'est un peu, tu vois, je le comparais si je prenais un coureur actuel dans le peloton, un peu à Nance Peters, tu vois, c'est des mecs qui Ouais, sont très forts, mais un jour dans l'année. Et le reste du faut le temps, seul sinon, bon ils sont jour. équipiers, voilà, mais ils ont un jour de grâce comme Nance Peters l'a eu sur le Tour de France 2020, où il avait été très fort et il avait remporté une belle étape. Mais ouais, c'est un peu ce genre de coureur, et effectivement, voilà, bah moi, j'ai pas tellement pensé à lui, mais je comprends, effectivement, voilà, il arrivait à sortir une perf comme ça. Il avait aussi gagné une autre étape sur le Tour de France, je crois, Ouais, en 2010. oui. Celle où je me souviens, je crois que Schleck et Contador s'étaient un peu reniflés derrière et avaient pas trop avancé. Ça avait permis à Riblon de tenir en tête. Mais non, mais tu vois, ce mec qui avait une fois par an un jour de grâce et le reste de l'année qui était complètement invisible. Donc non, mais putain, je l'avais oublié. Ça rappelle des trucs quand Il y en même. a Et plein des j'avoue, mecs comme ça, hein. ouais, ouais, c'est vrai. Et Tu cette sais, à montée de l'image de l'Alpe mec, d'Huez bah, t'as dit en, Nance Peters, mais aussi je pense à Calmejane, tu vois, qui a gagné la station des Rousses et tout. Ouais, Et après, plus exactement. rien, tu Non, mais vois. c'est fou. Non, mais voilà. Non, mais Christophe Riblon, cette montée de l'Alpe d'Huez, parce que je me souviens, ce qui était fou, c'est que dès le début de l'Alpe d'Huez, dès le premier kilomètre, mais Van Garderen, il le dépose. Et tu te dis, en plus, Van Garderen, c'était un super Ouais, grimpeur. ouais. Il avait fait dans le cinquième du Tour de France 2012, juste avant. Donc voilà. Et en fait, non, mais tu vois que Riblon, quand il le reprend dans les Van Garderen qui avance plus, Riblon qui le dépasse, et tu sais qu'il va gagner. Non, je suis d'accord avec toi, c'était incroyable. Donc, une belle étoile filante aussi, Christophe Riblon, mais qui est quand même allé chercher de belles étapes du Tour et ça lui fait au final un beau palmarès. C'est clair. Du coup, c'est pour ça que je peux pas forcément le mettre non plus haut, parce qu'il y a quand même quelque chose derrière, quoi. La suite, du coup, continuons sur notre lancée. Après, je commence à arriver dans du très très lourd là, Ah, parce que j'ai hâte. là, j'ai pris des coureurs qui faisaient débat, mais là, je pense qu'on va arriver sur. Ça fait plus trop débat. Alors écoute, je vais te parler d'un Liège-Bastogne-Liège, Liège-Bastogne-Liège 2012. Je sais pas si tu as des souvenirs de cette édition, mais une édition très pluvieuse. Je me souviens d'un Frank Schleck collé à la route, etc. Et puis dans la côte de la Roche-au-Faucon, un Vincenzo Nibali qui se dresse sur les pédales et qui lâche tout le peloton, qui lâche Philippe Gilbert, qui lâche des Samuel Sanchez, qui étaient des vrais champions à l'époque, des Cador à l'époque, Rodriguez, ouais. voilà. Et puis donc Nibali qui continue son petit bout de chemin. Et puis dans la côte de Saint-Nicolas, puisqu'à l'époque ça se finissait à Anse, là, dans Saint-Nicolas, il y a deux poursuivants qui partent derrière Nibali, qui est quand même loin devant, avec près de 45 secondes d'avance. Joachim Rodriguez, qui était excellent cette année-là. Et puis un Astana, je ne sais pas si tu vois de qui je parle, Maxime Iglinski, Iglinski. ouais, j'y ai Effectivement, pensé. Iglinski qui part avec Rodriguez, et puis Rodriguez qui est quand même le top du top dans ce qui se fait dans le Ah puncher à bah l'époque, oui. et Iglinski qui dépose Rodriguez dans la côte de Saint-Nicolas et qui rattrape, enfin, qui était à 45 secondes de Nibali au pied, qui est à 15 secondes de Nibali au sommet, et cette image terrible du champion qui est Vincenzo Nibali, quand même vainqueur des trois grands tours, enfin, c'est un énorme champion Nibali, Puis et dans 2012, la il est côte encore de Hans, ouais. dans un bon niveau, hein. Ah bah ouais, Enfin, il clairement, est ah au ouais, ouais, top, hein, ouais, non quoi. mais il a gagné la Vuelta 2 ans avant, il gagnera le Giro une année après, Le Tour 2 ans 2012, il après. fait du Tour de France. Ouais, non, non, clairement, c'est du top, top, top Vincenzo Nibali. Et sous la flamme rouge, dans la côte de Hans, il se fait déposer par Maxime Iglinski qui a quasi pas de palmarès, hein. On va le dire, Iglinski, c'était un bon coureur qui faisait pas mal de top 10 même sur des monuments, mais là, il sort une perf. Et tu vois que Nibali, mais il baisse la tête et il se prend 20 secondes en 1 km par Iglinski qui est impérial derrière les poursuivants. Ils sont loin derrière. Et Maxime Iglinski qui vient remporter ce Liège-Bastogne-Liège alors que, enfin voilà, il avait jamais fait de podium, ne serait-ce que sur une grande classique avant. Et puis la suite pour Maxime Iglinski, bah, c'est rien du tout. C'est-à-dire que l'année 2013, C'est ensuite, il rien se du tout. passera rien. Et puis il s'éteint tout doucement en 2014 et il disparaît des pelotons derrière. Non, mais c'était incroyable cette victoire d'Iglinski. Et ouais, c'est clairement l'étoile filante, ça, pour moi. Donc voilà, là, c'est du très lourd avec le Kazakh. T'imagines les retombées au Kazakhstan avec Vinokourov avant, et tu vois Iglinski qui gagne dans ces conditions-là, tu te dis purée, Non, le mais nouveau c'était. Vinokourov il est là et tout. Franchement, ça doit être C'était incroyable. incroyable. Non, non, mais c'était Ouais, je suis c'était d'accord, hein. fou. Enfin, franchement, C'est un des noms que Nibali, tu quoi. vois qu'une C'était un fois. géant du peloton. Mais Il s'est fait oui, déposer
un cadet par un mec qui avait fait aucune performance. J'arrivais pas à y croire ce jour-là. Bah, il a fait la course de sa vie, quoi, littéralement. Sa carrière se résume à cette course-là, quoi. Mais c'est typiquement une étoile filante, quoi. Genre, sa carrière se résume à une Ah ouais. course, à un moment où voilà, Nibali fait son attaque et derrière, bah, il est séché par Iglinski. Enfin, c'est dingue. À entendre comme ça, c'est clairement dingue, mais je ne peux que être d'accord avec toi. Écoute, moi, en septième, j'ai mis un petit Français. J'ai mis, enfin, alors c'est ouf aussi, j'ai mis John Gadret. Enfin, John Gadret, il a fait troisième du Giro en 2011, et puis voilà. Non, Oui, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il je a me fait souviens. troisième du Giro en 2011, enfin, c'est ouf. Ah, c'est incroyable ça aussi. J'avais entendu ça dans un quiz, justement, Radio Fringale. Et je crois que c'est le dernier Français qui fait podium sur le Giro, hein, John Ah Gadret. bah ouais, ça doit, puisque Pinot l'a pas fait, donc ouais, ouais, ça doit être ça, hein. Et son palmarès à Gadret, c'est ridicule, hein. 8e de la Flèche, voilà, 8e de Romandie, il gagne une étape sur le Tour de l'Ain, et il fait troisième du Giro, en gagnant une étape. Voilà, ça c'est Ouais, John non, Gadret. c'est incroyable. Franchement, Je l'avais honnêtement, totalement zappé, John mais Gadret, oui, alors je l'avais même oublié de ma mémoire. en plus avec son crâne chauve là, avec des airs de Pantani, tu vois, mais genre, qui sont les mecs qui ont fait podium d'un grand tour, plus victoire d'étape dans le même grand tour, tu vois? Je pense qu'il y en a pas beaucoup, hein, des gars qui ont fait ça. Bah, lui, il est dedans. Voilà. Ouais, Il est à ouais, cette table-là. je me C'est souviens ça. de sa victoire d'étape, il était sorti un peu au sommet, un peu en facteur, les autres n'avaient pas voulu bouger derrière, il avait gardé quelques mètres sur la ligne, mais t'as raison, c'est... Ah ouais, également. Et puis derrière, j'ai aucun souvenir de ce qu'a fait John Gadret derrière. Je me souviens qu'à un moment, il était allé chez Movistar comme équipier de Valverde, je crois, mais pour moi, Ouais, j'ai pas d'autres souvenirs de John Gadret en montagne. Pour moi, c'était vraiment, tu vois, le grimpeur de seconde zone, tu vois. oui. Je vois concrètement. Mais du coup, enfin, je trouve ça ouf, quoi. Genre, enfin, troisième du Giro en gagnant une étape et derrière plus rien. Waouh. Enfin, c'est assez impressionnant. Du coup, voilà, je voulais le mentionner lui aussi. On dirait que je m'acharne contre les Français encore une fois, comme diraient les auditeurs, mais ne vous inquiétez pas. On va nous dire qu'on fait rien pour que les gens nous écoutent. Bah, super, quoi. Jean Gadret, pas de coque d'or cette année. Voilà, allez hop. Ah non. Oh bah c'est Thibaut Pinot, le coq d'or. Oui, évidemment, évidemment. Pendant au moins 10 ans. Parce que les émotions qu'il a fait, bon bref, c'est un autre débat. Exactement. Ticia, et on va bientôt arriver sur le top 5, mais avant ça, qui est celui ou celle qui clôture cette première partie du top 10 étoiles filantes? Bah écoute, c'était un mec, voilà, j'avais pas envie de le faire rentrer dans mon top 5, mais quand même, il a gagné un grand tour, la Vuelta 2022, pardon, c'est Heitor Gonzalez, je sais pas si ça te parle. Waouh! Ouais, et c'est Vuelta la victoire à 2022? Heitor. La Vuelta 2002. Ah, 2002, ok. Ah non, non, 2002, Ah, Vuelta ok, ok, 2022, ok. non. Oui, non, mais oui, Gonzalez, Heitor oui. Gonzalez, Oui, ouais, voilà, on en donc bon, il parlera, on fallait en le faire parlera rentrer après parce si tu que... veux. On en parlera après si tu veux. Ah, Bah, ok, ok. je l'ai mis en 6 aussi en fait. Du coup, je l'ai mis à la même position que toi. Donc on peut en Ah parler bah en fait écoute, en non même mais... temps. Ouais, ouais, bah non, mais Heitor Gonzalez, c'est assez incroyable parce que c'est un mec plutôt lourd en fait sur un vélo Mm. et puis il a rien fait avant. Il avait fait quelques résultats, c'était un bon chronomane. Voilà, il était bon sur les contre-la-montre, mais et puis sur cette Volta 2002, bah en fait c'était un équipier d'Oscar Sevilla à l'époque à la Kelme. Et puis en fait, je me souviens que voilà, Roberto Heras c'était le grand favori à l'époque à l'US Postal de cette Volta. Et puis en fait, Heras n'avait jamais pu prendre énormément de temps à Heitor Gonzalez en montagne, qui avait supplanté largement son leader Oscar Sevilla et qui était vraiment le deuxième homme en montagne, mais voilà, qui perdait quelques secondes par-ci par-là sur Heras, mais c'était pas assez. Et Roberto Heras prend le départ de la dernière étape, qui était un contre-la-montre avec le maillot des Oro à l'époque. Heitor Gonzalez était son second, et puis Gonzalez il fait un chrono du feu de Dieu qu'il remporte, je crois. Et puis Ouais. voilà, et Roberto Il il gagne deux arrive chronos, hein. à prendre ouais, il gagne les deux chronos. Non, mais c'était abusé. Et son niveau en montagne, c'était n'importe quoi. Et du coup, il remporte cette Vuelta 2002. C'était n'importe quoi. Et puis ensuite. Non, je crois que précédemment dans l'année, il avait déjà fait sixième du Giro, donc voilà, c'était Ouais. vraiment une année 2002. Il sortait de ses standards et puis ensuite, bah, il est retombé dans l'oubli. Alors, il a eu quelques fulgurances, je crois, parce qu'il a remporté une étape sur le Tour de France 2004 en Ouais. baroudeur, en échappé, mais il a plus jamais rien fait sur les classements généraux du Tour de France. Et puis, je crois qu'après, il a eu des petits ennuis avec lui aussi avec le dopage. Et puis même après, je crois qu'il s'est fait prendre pour cambriolage dans des boutiques, Oh là etc. là. Enfin, je crois que ça a un peu mal Ah fini ouais, pour c'est lui, l'étoile filante mais faut dire clairement que là. ce mec a gagné un grand tour, quoi, et c'est quand même incroyable. Mais c'est ouf, t'as tout dit très bien. Bon, alors, je pense que tu connais beaucoup mieux Heitor Gonzalez que moi, puisque je pense que le résumé que t'as fait était vraiment parfait. Mais c'est vrai que quand tu racontes cette histoire-là,
Tu sais, avec voilà, tomber dans le dopage, puis cambriolage, etc. On parle d'un mec qui a gagné le Tour d'Espagne, quoi. Donc, pas non plus. Enfin, voilà, quoi. Les mecs qui gagnent le Tour d'Espagne, en général, t'en souviens aussi. Mais voilà, clairement, lui, l'étoile filante, mais plus, tu vois, parce qu'il y a côté sportif et aussi côté extra sportif en même temps, qui l'ont Ah bien non, fait mais tomber dans l'oubli. ah oui, oui, clairement. Non, mais sa fin de carrière, c'est pas aussi éclatant. Il est vraiment C'est l'étoile, elle ouf. est tombée bien, bien bas, Ah quoi. bah là, elle s'est écrasée sur Terre, je crois. Elle s'est complètement écrasée. Bah écoute, super, on a le même sixième. Du coup, on peut rentrer dans le top 5. Est-ce qu'on aura le même? Réponse maintenant, Titien, qui as-tu mis en cinquième position? Eh bah, écoute, moi, je suis resté sur la Vuelta et sur les Espagnols. Voilà, Ah, c'est mon dernier dans le genre, mais écoute, on part une année après, en 2003, et Isidro Nozal, je sais pas si c'est un nom ah qui te non. parle. Et ben voilà, je l'ai mis, c'est mon cinquième. Alors pourquoi? Je l'ai mis mieux placé que Gonzalez, parce que Gonzalez, il avait fait sixième du Giro juste la même année, et puis c'était quand même un beau rouleur, alors qu'Isidro Nozal, c'est un mec qui, alors, non mais il sortait de nulle part, il n'avait aucun résultat, et en fait sur cette Vuelta, il prend et donc il faisait partie à l'époque de l'équipe Once, donc sur cette Vuelta 2003, et il prend le maillot des Oro assez rapidement dans la course à l'occasion d'une échappée. Et il a quoi, il prend une minute d'avance au classement général sur les favoris, bah, que sont les Heras, les Beltran ou autres coureurs qui étaient à l'époque, voilà, ses principaux adversaires, notamment Heras à l'US Postal, qui est le recordman de victoire de la Vuelta. Et puis donc tout le monde se dit, bon bah voilà, c'est comme un mec à qui tu laisses le maillot de leader de grand tour et qui va ensuite le perdre, ça te permet de pas contrôler la course. Et puis un contre-la-montre et la stupeur, Isidro Nozal, le mec qui avait pris le maillot des Euros grâce à une échappée, il démonte le contre-la-montre. Mais vraiment, enfin, c'est un truc de fou. Il remporte le contre-la-montre, mais il met 3 minutes au favori de la Vuelta sur ce contre-la-montre. Enfin, vraiment, c'était tu vois, à l'époque, un David Millar qui était un spécialiste du contre-la-montre. Il finit deuxième du contre-la-montre à 1 minute 20 des González de Galdeano, enfin tous ces grands spécialistes, ils perdent 2 minutes. Enfin, Roberto Heras, il avait perdu 3 minutes 30 sur Nozal, que personne connaissait. Et puis ensuite, là, alors, tout le monde s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis on arrive dans la montagne et Nozal, bah voilà, il est en second rideau, mais il perd quelques secondes par quelques secondes. Et ensuite, on retrouve un nouveau contre-la-montre sur cette Vuelta. Et bis repetita, Isidro Nozal remporte le contre-la-montre et il repousse encore des Millard, des Bert Grave. Je me souviens à l'époque, c'était des sacrés rouleurs et tout. Enfin Ouais, voilà, des, il des repousse encore colosses. Roberto Heras à 2 minutes. Enfin, c'était. Et là, tu te dis non, mais enfin, il a 15 minutes d'avance sur les grimpeurs espagnols, etc. Et puis voilà, les étapes de montagne passent et effectivement, bah, il perd un peu de temps parce que c'est pas un pur grimpeur, mais contrairement au résultat qu'il avait produit avant, voilà, là c'est quand même, il finit dans les 15 premiers des étapes de montagne. Et non, c'est exceptionnel, il tient parfaitement et là tout le monde se dit, bah voilà, il va remporter la Vuelta. Et à la veille du dernier contre-la-montre, donc qui était un contre-la-montre en montée, hein, je crois que c'était au Puerto de Navacerrada en Espagne, Isidro Nozal, il a encore 2 minutes d'avance sur son dauphin Roberto Heras et 3 minutes sur le troisième Igor González de Galdeano. Valverde, qui était déjà là d'ailleurs en 2003 à l'époque, était déjà quatrième Putain, de la Volta. Bon là on se dit Nozal qui a gagné les deux chronos d'avant, même si c'est un chrono en compte, si c'est il grimpé, va s'écrouler. il peut pas perdre cette Volta, tu vois. Ah non, tout le monde se disait du coup il peut pas perdre cette Volta. Ok. C'est impossible. Le contre-la-montre, s'il était court, je crois qu'il faisait 12 ou 13 km. Alors certes c'était en côte, mais c'était du 6-7%, voilà. Et Donc, c'est en et fin de là, Volta, tu vois. en fin de Vuelta, dernier contre-la-montre, et là, Isidro Nozal, donc Roberto Heras remporte ce contre-la-montre, et Isidro Nozal, mais il s'effondre totalement, et ça, personne ne s'attendait à ce qu'il s'effondre, mais je crois que, ouais, tu vois, il finit 43e du contre-la-montre à 2 Putain. minutes 30, et donc il s'écroule, et il perd la Vuelta, et ce qui est énorme, c'est que le lendemain, donc tu vois, c'était la dernière étape, c'était dans Madrid, donc un peu comme l'étape des Champs-Élysées, le Mhm. défilé, et Nozal, qui a pas du tout accepté sa défaite de la veille, il part tout seul en échappée devant le peloton qui le contrôle assez facilement, mais tu vois qu'il donne tout et puis il se fait rattraper facilement par le peloton et il finit à l'arrière du peloton cette étape. Mais voilà, il finit deuxième de cette Vuelta. Et puis derrière, il n'y aura plus grand-chose. Il y aura encore, je crois, un top 10 de la Vuelta l'année d'après. Il aura rejoint la même équipe que Roberto Heras. Et puis ensuite, bah voilà, il tombe totalement dans l'oubli. Mais là, je voulais vraiment le faire entrer dans mon top 5 parce que c'est vraiment pour le coup le mec sorti de nulle part qui te sort une performance inattendue sur un grand tour et il finit finalement deuxième d'un grand tour. Donc ouais, pour moi, il avait totalement sa place dans ce top 5.
Eh ben écoute, belle histoire, belle histoire. Je suis resté pendu à tes paroles pendant tout ce temps-là. Mais c'est vrai que à l'entendre, je l'ai pas vécu, mais à l'entendre, ça devait être incroyable de voir un mec qui assomme les 2 premiers chronos, qui arrive à la fin avec 2:30 d'avance. Le mec s'écroule complètement et puis ensuite, bah, le mec redonne encore tout le plus possible, dans Non, la c'était nappe. Non, fou, c'était incroyable. c'était incroyable. Un mec qui se bute comme ça, tu te dis: «Il va revenir revanchard l'année prochaine» et au final, il se passe rien, tu vois? Genre c'est vrai que ça doit être assez impressionnant. Et bah, écoute, moi j'ai mis en 5e. Alors, je l'ai mis un peu par rapport aux résultats, j'avoue, parce que je ne connaissais pas cette personne, ce coureur, et encore moins ses résultats. C'est Oscar Pereiro, Ah, je l'ai pas mis, mais j'y ai pensé. qui gagne le Tour de France 2006. Alors, il gagne par, des classifications justement de Floyd Landis, mais c'est alors il gagne quand même devant des voilà, des coureurs qui étaient assez, coutumés du fait. Par exemple, Carlos Sastre, voilà, qui a gagné le Tour en 2008, Cadel Evans qui a gagné le Tour en 2011. Voilà, il y a aussi du Denis Menchov, par exemple, Christophe Moreau qui s'est beaucoup battu justement pour essayer d'aller chercher des podiums et la victoire sur le Tour. Mais voilà, Oscar Pereiro, ses résultats, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est des top 10 sur certaines courses un petit peu connues, voilà, 2 fois 10e du Tour de 3 fois 10e pardon du Tour de France, 10e de Paris-Nice aussi, il avait gagné des étapes sur le Tour de Suisse, voilà, il a fait 3e championnat d'Espagne sur route. Mais voilà, son gros résultat, c'est le Tour de France 2006, ni plus ni moins. Il gagne une étape l'année d'avant, plus le prix de la combativité, mais quand tu gagnes une étape, plus prix de la combativité, que tu fais 10e du Tour, l'année d'avant, ta victoire, bah, putain, je pense que choquant, tu vois, le fait de gagner en 2006 et du coup, tu te dis: «OK, le mec gagne le prix de la combativité, plus une étape, il se met dans le top 10», tu vois? On a eu des gars comme ça, donc sans le prix de la combativité, mais tu vois, par exemple, des Pierre Roland qui avaient gagné des étapes sur le Tour, qui étaient classés dans le top 10, et tu l'année d'après, ces mecs-là viennent gagner le Tour de France? Bah, lui, c'est ce qu'il a fait et après derrière, bah, plus rien. Genre plus rien, on repart dans les tréfonds, c'est-à-dire qu'on fait top 10 et après vraiment plus grand-chose du tout sur les grands tours. Je crois qu'il y a même pas de participation, en 2008. Non, il abandonne sur le Tour de France en 2008. Mais voilà, il y a plus rien derrière et voilà, donc des mecs qui gagnent le Tour de France et qui ensuite, disparaissent complètement alors que, bah, quand même, tu peux rester sur le devant de la scène peut-être plusieurs années pour de belles batailles notamment, mais là, il y avait plus rien du tout. Je sais pas si tu peux en dire plus peut-être sur Oscar Pereiro, parce que moi, j'avoue que je n'en connais pas grand-chose. Du coup, c'est Non, quelqu'un non, que je ne connaissais pas. mais tu as raison, c'est totalement invraisemblable et Pereiro, en fait, moi, je suivais déjà dans les années 2000, c'était un bon coureur, on va dire un baroudeur des montagnes qui faisait fond de top 10 sur, les grands tours, mais à aucun moment et c'est marrant, en fait, parce qu'il gagne le Tour de France 2006. Mais il avait perdu 30 minutes dans la seule étape pyrénéenne et en fait, il reprend tout ce temps sur une échappée, c'était Floyd Landis du coup qui avait le maillot à l'époque et qui laisse partir sur une étape de plaine, une échappée qui reprend 30 minutes parce que Landis voulait pas assumer le poids du maillot jaune. Il s'était dit: «Bon Mhm. Pereiro, il a perdu 30 minutes dans les Pyrénées, bah, voilà, on lui laisse le maillot» et puis de toute façon, c'est que ça veut dire qu'il est pas en forme et ensuite Pereiro, il trouve une fois qu'il a le maillot jaune dans les Alpes, il a un niveau incroyable, enfin, il est dans les 3-4 meilleurs grimpeurs du Tour et effectivement, enfin voilà, c'est bien la seule fois qu'il a montré un niveau aussi élevé et puis d'ailleurs les années d'après, voilà, il est totalement retombé dans l'anonymat donc voilà, je crois qu'il a subi aussi un moment sur un Tour de France une grosse chute mais toujours est-il que non, c'est une vraie étoile filante et j'avoue, j'y ai pas pensé mais il a totalement raison de figurer dans le top 5 de ton classement, alors franchement, quand tu regardes la liste des vainqueurs du Tour de France, bon, hors ceux qui ont été, hors Lance Armstrong et cetera, au début des années Mhm. 2000, c'est que des mecs, tu te dis: «Ouais, eux, c'était Bah des ouais, kings, quoi, dans des tu grands t'en tours» et souviens, Oscar tu vois. Pereiro au milieu, c'est mais de toute façon, ce Tour de France 2006, il était invraisemblable jusqu'au bout donc non, non, Oui. je suis d'accord avec toi, il fait je dirais pas qu'il fait tâche parce que c'est très négatif de dire ça, mais au milieu de tous les grands champions, tu t'attends pas en tout cas à voir Oscar Pereiro vainqueur du Tour de France, mais donc ouais, je suis totalement d'accord avec toi pour Oscar Pereiro, étoile filante. Écoute, parfait, ça me va très bien. Si tu es d'accord avec ce fait-là, de toute façon, je pense que n'importe quel mec du top 10, tu peux le mettre en un ou en 10, ça revient quasiment au même, quoi. Bon, après, tu les classes différemment par rapport à Ah certains moi j'ai du critères, lourd mais là quand même, bah c'est oui, mais les mais je 2 veux dire, premiers, tu je pourrais peux. pas les mettre 2 premiers, tu vois? Ok, alors je pense qu'on va se marrer. Il y a déjà des noms là, j'espère qu'on les a cités tous les deux parce que j'ai vraiment trouvé ça improbable. Du coup, on va pouvoir entrer dans le top 4. Qui n'est pas sur ton podium, tout simplement, Titien? Alors, il est pas sur mon podium parce que, sur mon podium, c'est que des noms, connus
Et lui, je sais même pas si tu connais son nom, mais c'est invraisemblable. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jonathan Tiernan-Lok? Pas du tout. Alors, pas du Et tout. ben voilà, et bah, non mais alors là, on est dans l'étoile filante de chez étoile filante. Qu'a-t-il gagné? Donc non mais Jonathan Tiernan-Lok, alors il a pas gagné de grande course, mais en fait son histoire elle est invraisemblable. Le mec, donc en gros c'est un coureur lambda hein, du peloton. Il est chez l'équipe Rafa Condor en 2010 et 2011. Il fait aucun résultat et puis fin de saison 2011, il commence à faire un deux petits résultats. Tu vois, il fait deuxième du Tour de Castille-Léon, il fait cinquième du Tour de Grande-Bretagne. Mais bon, voilà, des épreuves qui sont pas parmi les épreuves du plus haut niveau. Mais il commence un peu à sortir du lot. Et alors, une saison 2012, mais complètement improbable. Il remporte déjà dès le début de saison le Tour méditerranéen, avec deux étapes du Tour méditerranéen, qui était à l'époque, je me souviens, je crois que maintenant qui est devenu le Tour du Haut-Var, mais qui était une grande course française du début de saison, au début des années 2010. Ensuite, alors là, c'est incroyable, il remporte le Tour du Haut-Var, mais si vous n'avez jamais regardé ça, je vous invite à aller voir. Sur YouTube, vous avez des vidéos commentées en français à l'époque du Tour du Haut-Var 2012, et les commentateurs, mais ils sont sidérés. En fait, le mec se balade, mais ils disent même, il baladait son vélo, quoi. Tellement le mec les mecs à côté étaient plantés dans des pentes à 10% et lui, il était en danseuse, il s'asseyait jamais. Et effectivement, tu avais l'impression qu'il était en balade, il avait jamais l'air fatigué. Et c'est marrant, les commentateurs, tellement enfin, ils trouvaient ça incroyable de le voir au milieu de dominer. Et sur ce Tour du Haut-Var, il y avait du Philippe Gilbert, du Thomas Vauclair, du Quintana, enfin, il y avait vraiment des très grands Du noms gros du nom, ouais. peloton. Et le mec, mais a fait passer le peloton entier pour des énormes cadets. Et tu vois, il l'appelait l'anglais, même dans les. Il l'appelait même pas Tiernan Lok, tellement il savait plus comment il s'appelait. Il disait, ouais, l'anglais revient, c'est incroyable. Enfin, tellement ça sortait de nulle part. Ensuite, il fait deuxième du Tour de Murcie. Enfin, voilà, il fait des super performances. Il a un petit creux en milieu de saison. Et ensuite, alors après, il remporte le Tour d'Alsace. Il est cinquième du Tour de Castille-Léon. Il remporte son tour national en fin de saison, le Tour de Grande-Bretagne. Et ensuite, c'est carrément le En leader de 2012? l'équipe en 2012, ouais. Et Tour de c'est Bretagne carrément en ensuite. 2012? Putain, t'as Ouais. dit Wiggins pourtant, des mecs comme ça. Non, mais c'était un mec, mais il était trop fort, quoi. Et ensuite, c'était carrément le leader au championnat du monde de Valkenburg de l'équipe de Grande-Bretagne. Il fait dans les 20 premiers. Je me souviens, il était encore dans les 10 premiers, 10-15 premiers au sommet de la dernière côte sur le championnat du monde que remporte Philippe Gilbert. Donc, une saison, mais incroyable, surtout enfin, pour un mec mais de troisième division. Je crois, un mec qui sort de nulle part. Enfin, autant ceux d'avant avaient minimum une ou deux perfs, mais là, c'est comme si un mec sortait là de chez les amateurs et jouait le top 10 de toutes les classiques. C'est totalement what the fuck. Et ce qui lui vaut du coup d'être embauché par l'équipe Sky pour la saison 2013. Et puis ensuite, bah écoute, ils auraient peut-être pas dû l'embaucher parce que il est reparti d'où il venait, c'est-à-dire qu'il est retombé complètement dans l'oubli. Et puis je crois d'ailleurs qu'à partir de 2014, il a été suspendu. Et puis on ne l'a plus jamais retrouvé dans les pelotons professionnels. Donc non, mais Waouh. je voulais vraiment le mettre parce que je me souviens, je suivais bien à l'époque là même le début de saison et aller voir vraiment cette vidéo du Tour du Haut-Var 2012, c'est vraiment incroyable. Et donc voilà, je me doutais que tu n'aurais pas forcément ce nom parce que vraiment il sort de nulle Ah part. oui, il Mais sort de Jonathan nulle part. Tiernan-Lok, voilà, c'est une histoire incroyable. Et là, pour le coup, c'est même plus une étoile filante, c'est vraiment une comète là. Il est monté d'un coup, il est redescendu aussi vite qu'il est venu. Donc voilà, j'avais envie de raconter un peu cette histoire. Ça méritait pas le podium, Ah, quand mais il même, hein. mérite bien sa quatrième Ça, place. c'est fort hein, quand même, putain, parce que vraiment, la saison que t'as décrit, et ça, c'est une saison. Ça, c'est pas des gros résultats, mais c'est en fait des grosses perfs pour un mec qui vient de nulle part, quoi, tu l'as dit. Et c'est-à-dire que tu fais un an, tu viens, mais vraiment, le terme de nulle part est impressionnant, je trouve. Et derrière, bah, plus rien. Pareil que les autres, Ouais, mais c'est ouf, quoi. et puis il fait pas des gros résultats sur les grandes courses Mais parce qu'il était l'impression dans qu'il une laisse, équipe tu de vois. troisième division. Mais son équipe avait été invitée, enfin le mec il battait les meilleurs du peloton. Enfin non, franchement Non, c'est ouf. c'était n'importe quoi, c'était vraiment n'importe quoi. Imaginez un mec genre d'une équipe de seconde division là qui arrive sur genre des Paris-Roubaix, etc. Tu vois, et qui fait genre top 10 et tout. Enfin, incroyable. Ce serait incroyable. Mais je comprends. Et du coup, non, c'est un nom que je connaissais pas du tout. Tu vois, j'en ai jamais entendu parler. Jamais. Moi en 4 j'ai mis un nom bah, qu'on connaît un peu plus. J'ai mis Blel Kadri. Ah, Euh, il est il est là, il est là. là. Mais en fait, tu vois, sa victoire d'étape, c'est une victoire d'étape que tu peux retrouver dans tous les grands tours, tu vois. Il y a un mec qui fait l'échappée qu'il faut, les favoris reviennent pas, bim. Ensuite, tu gagnes ton étape, bon bah voilà, t'étais le meilleur à la pédale ce jour-là, en 2014 sur le Tour de France. Voilà, c'était à Gérardmer, où Je me Belkadri. souviens, hein, c'était incroyable.
Non mais oui, vraiment. Et Ça, cette c'est image, n'importe quoi. «Ouah purée!» quand il parle et tout, quand il raconte son truc, «Ouais, victoire incroyable», je sais enfin, c'est il chope le maillot à pois, Ouais, enfin, c'était lunaire. c'était vraiment incroyable. Tu te dis: «Oh putain, Belkadri, OK, ça peut venir jouer des étapes, ça peut dynamiter des tours», enfin voilà, tu vois? Il gagne devant enfin, quand tu vois les noms derrière lui, alors certes, c'est l'échappée qui part, mais les noms derrière lui, c'est quand même Contador, Nibali, Porte, Pinot, Perrault, Valverde, Van Garderen, Bardet. Enfin, ça, c'est les 9 mecs qui sont enfin, les 8 mecs qui sont derrière lui. À plus de 2 minutes, certes, mais c'est, dans la dernière montée où il attaque. Mais tu vois, il était jeune, je crois, à l'époque, Belkadri, hein. Je sais pas quel âge il avait, mais il était assez jeune quand même. Et du coup, tu te dis, bon, bah, je vais faire un calcul vite fait. 2014, bah non, il était pas si jeune que ça finalement. Je me suis peut-être emballé. Il avait, ouais, 29 ou 30 ans. Et, euh, et en fait, surtout, c'est que derrière, j'ai pensé à cette victoire, tu vois, je me suis dit, ah bah Belkadri, c'est un peu, pour moi, je pensais que c'était un mec à l'image de, tu vois, Cosnefroy ou truc comme ça, qui a été faire des résultats sur certaines courses. Et en fait, pas du tout, genre, son dernier résultat pro, c'est le Tour 2014, c'est tout. C'est son dernier résultat pro. Et après, il a quand même fait d'autres courses jusqu'en 2016. Mais voilà, son dernier résultat, c'est 8e étape du Tour de France 2014. Alors avant, j'ai le truc, hein, il fait deuxième du circuit de la Sarthe, 8e du Tour Down Under, 10e du Tour de Catalogne. Mais tu vois, c'est pas des étapes de ouf, quoi. Il a rien d'autre dans son palmarès. Il a gagné l'étape du Tour de Non, non, mais France c'est en incroyable. costaud. En costaud, genre Ah ouais, dans il des était hyper conditions. fort, il avait lâché tout. Il y Mais avait du oui. Simon Yates dans Il y l'échappée, je avait, me il y souviens, avait hein. Chavanel qui est quand même un mec Ouais, expérimenté, tu Chavanel, hein. vois. Non, Et c'était fou. en plus, dans des conditions qui pleuvaient ce jour-là, enfin voilà, il gagne une étape assez punchy et tout, enfin une étape qui était pas facile. Enfin voilà quoi, il va la chercher cette étape-là, c'est pas non plus au petit bonheur la chance. Et derrière, plus rien pour Belkadri. Je trouvais ça assez dingue là où tu vois Christophe Riblon il y a quand même eu de l'avant et un petit peu d'après. Lui clairement faut le dire, il y a pas d'avant et il y a pas d'après. Genre, c'est un petit mec qui sort d'AG2R la mondiale, qui va gagner une étape comme ça, alors que bah, t'es censé être là pour Romain Bardet, et au final, tu vas chercher une étape. Et enfin, je trouve ça improbable que Belkadri aille gagner cette étape-là du Tour de France, tu vois. Surtout dans le Ouais, contexte de non, l'échappée avec qui il était, quoi. ouais, c'est fou, mais en plus, il avait l'air si fort ce jour-là. Et Mais puis, oui, en il est fait, tu vois, trop à l'aise en quand il vrai, attaque. Il est tellement à l'aise quand il attaque. t'as tellement raison parce que c'est le seul souvenir que j'ai de Blaise Cadry comme coureur cycliste. Mais oui, Mais mais c'est le c'est seul. ouf. J'ai aucun autre souvenir de Cadry, donc bon, peut-être que c'était un mec qui était dans des échappées. Tu vois, j'ai souvenir d'un mec qui moulinait beaucoup, enfin, qui me paraissait pas très puissant et tout. Et ouais, non, non, mais c'est incroyable. Tu vois, c'est un peu l'image aussi Incroyable. du Alexis Villarmo, tu vois. Mais Alexis Villarmo, tu le retrouves dans beaucoup d'étapes, dans beaucoup de courses. Enfin, je me demande Ouais, ouais, c'est autre chose quand bah, même, Villarmoz. bah oui, tu vois, mais pour moi, c'était un peu le même profil. Franchement, tu me parles de Belkadri et de Villarmo, bah je me dis, ouais, bah niveau le palmarès, ça doit sûrement être assez, à peu près, peut-être pas équivalent, mais tu vois, genre, on doit pas être très très loin, quoi. Bah non, parce que Belkadri, il a gagné l'étape du Tour de France, quoi. Bah, Villarmo aussi, mais, enfin, enfin, c'est ouf, parce qu'il a que ça. Il n'a que ça. Donc je trouvais ça assez dingue, sachant que j'avais vu, bah, c'est un truc que j'ai pu vivre aussi, donc c'est pour ça que je l'ai mis assez haut, mais voilà, alors que les trois noms d'après, enfin, j'ai deux noms après qui sont assez, assez costauds. Mais je te laisse commencer Ah ton top ouais, 3. très costaud. Ça y est, on arrive au podium et là, pour moi, j'ai trois performances, c'est du n'importe nawak, mais c'est trois histoires différentes. Mais écoute, bah, en troisième position, j'ai un coureur, j'ai le coup, là, on va dire l'étoile filante la plus récente de mon classement, et c'est Marc Padoun. Je sais pas si toi aussi tu l'as. Non, je l'ai pas mis, moi. Je l'ai pas mis. Tu l'as pas mis, Mais, Marc Padoun, je l'avais t'as complètement pas oublié. osé. Mais je l'ai complètement oublié, T'as surtout. pas osé. Ah Bah, ouais, non, mais c'est incroyable. Alors, Marc Padoun, en fait, si vous n'avez pas regardé le Dauphiné 2021, vous ne connaissez pas ce coureur. Voilà. En fait, Marc Padoun, c'est très donc, bien résumé. il avait rien fait avant ce Dauphiné. Il a d'ailleurs rien fait pendant 6 des 8 étapes de ce Dauphiné. Donc il doit être, je sais pas, 60e du classement général. Et puis on arrive sur les deux étapes de montagne du Dauphiné. Donc je me souviens une qui, je crois, arrivait à la Plagne, la première des deux. En tout cas, une longue montée de 15-20 km à 7-8%. Et sur ce Dauphiné, tu avais du très costaud. Tu avais le duo Geraint Thomas, Richie Porte. Tu avais du Miguel Angel Lopez qui était très fort à l'époque. Tu avais du Henrik Mas. Tu avais du Tao Geoghegan, t'avais du David Gaudu, enfin voilà, t'avais vraiment du très lourd, du Lutsenko, du Yonis Agouré, enfin voilà. En tout cas, t'avais du très lourd. Et alors, je me souviens d'un Sepkus qui attaque dans la dernière montée avec un Bahreïn qui lui emboîte le pas. Au début, même les commentateurs, ils se demandaient qui c'était. Et puis en fait, il s'avérait que c'était Marc Padoun. Et ensuite, ils étaient quatre avec, je crois, aussi Richie Porte et Henrik Mas. Et puis en fait, t'as Kus qui remet une attaque et il y a
il y a que Marc Padoun qui suit derrière, les 2 autres sont lâchés et là tu te dis: «Bon Padoun», je me souviens de Jalabert qui disait: «Ouais, Padoun, on se demande ce qu'il fait là, c'est totalement inattendu par rapport à Kuss, est-ce qu'il va tenir longtemps?» Et puis là, ça revient sur le peloton et juste après, la caméra revient et tu vois Padoun qui met une accélération, fesses assis sur la selle de l'enfer et Sepp Kuss qui se fait mais littéralement déposer par Marc Padoun, mais surpuissant et ensuite, enfin, tu vois, tu Padoun, il a l'impression il est possédé et le mec, il met, je crois, il met 35 secondes à Richie Porte qui était pourtant phénoménal sur ce critérium du Dauphiné. Derrière, le reste des favoris, ils finissent quasiment à la minute sur cette ascension. Enfin, et surtout Marc Padoun, enfin, il avait jamais fait de perf en montagne, même sur ce Dauphiné, il était à la traîne. Et là, il remporte cette étape de montagne, mais pas, on n'a pas à en échappé, quoi. Vraiment, c'était le plus fort de l'ascension. Et là, tu te dis, ouais, il s'est passé un truc. Et puis le lendemain, bis repetita, cette fois-ci, Marc Padoun prend l'échappée avec des mecs. Bah, je me souviens d'ailleurs que dans cette échappée, il y avait Jonas Vingegaard, bon, qui à l'époque n'était pas le Vingegaard qu'on connaissait, mais c'était en 2021 qui s'est révélé. Il y avait du Patrick Conrad, enfin, il y avait vraiment des super coureurs. Et donc, il y avait 4-5 cols dans l'étape. Ils partent tous en échappée. Et au pied de Jouplane, donc le terrible col de Jouplane, Marc Padoun, dans l'échappée, place une accélération. Et alors, Vingegaard, autant qu'il est, Patrick Conrad, qui était très très fort à l'époque, ils restent tous sur place. Et Padoun, il leur met, je crois, 2 minutes dans la montée. Enfin, Non, c'était impressionnant. incroyable. Et enfin, c'était n'importe quoi. Il va remporter l'étape. Alors, je me souviens que vous l'aviez mis aussi dans les coups de panache. Je crois que c'était Raph aussi qu'on avait parlé. Effectivement, c'est des énormes coups de panache de Marc Padoun, mais c'est les seuls qu'on a connus, puisque ensuite, bah, suite à ce critérium du Dauphiné, je crois qu'il y avait un petit malaise quand même. Il y avait des. Enfin, voilà, forcément, un mec qui fait deux perfs comme ça 2 jours de suite alors qu'il a jamais rien fait. Voilà, son équipe avait pas trop osé l'amener sur le Tour de France. Et puis ensuite, bah, derrière, on n'a plus jamais revu Marc Padoun. Aujourd'hui, il est coureur de l'équipe IF Education. Bon, bah, Même ça l'équipe c'est. IF Enfin, le sait pas, je crois. ouais, ouais, même l'équipe IF le sait pas. Non, mais Marc Padoun, il a totalement disparu de la circulation. Non, mais franchement, c'était complètement phénoménal ce qui s'est passé. Enfin, même, j'arrive pas à me l'expliquer en fait. Enfin, j'ai pas envie de penser à des sombres explications. Donc, j'ai vraiment pas envie de me l'expliquer parce qu'il y a rien de rationnel dans ces Non, deux mais jours oui. qu'a vécu Marc Padoun dans sa carrière. Non, mais je suis complètement d'accord. Genre, la façon dont il l'a attaqué, genre, tu te disais, bah, en fait, le mec, il est. Enfin, c'est un favori, en fait, Marc Padoun, finalement. Et mais pas du tout. Et derrière, genre, enfin, comme tous les mecs qu'on a cités, mais genre, derrière, plus rien, quoi. Mais genre, il avait vraiment flambé, quoi. Genre, il a vraiment eu son moment de gloire. Il s'est laissé pousser. Enfin, il s'est fait pousser des ailes et derrière, bah, les ailes ont brûlé, visiblement. Mais ouais, ouais, non, mais c'est clairement. Tu sais, c'est tellement improbable que ça en devient limite inquiétant, tu vois, derrière. De se dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé pour descendre, enfin, pour ne jamais continuer, tu vois, je trouve. Euh, Ouais, non, non, incroyable. on ne saura peut-être jamais la réponse. Écoute, Et moi, toi alors? en troisième, j'ai mis, et je sais pas si tu l'as mis du coup, mais je pense, j'ai mis Matthew Heyman. Eh bah, j'y ai pensé Moi, et je je l'ai l'ai mis. retiré, Oh. mais ouais, je te comprends. C'est un peu débat pour moi, mais Ah, ça marche. bah en fait, je comprends. Est-ce que c'est parce que il a quand même, pareil, des bons résultats avant, Ouais, c'est ça, en des fait, top 4, des en top fait, bah, 3 et tout? Vas-y, vas-y, non, mais euh, vas-y. Tu voulais dire non, quoi? mais je pensais effectivement qu'il sortait de nulle part et j'ai un peu regardé en préparant Bah oui. l'émission son palmarès et finalement, c'était quand même un mec très, très, ah, voilà, qui était présent dans les Flandriennes, mais effectivement, son Paris-Roubaix 2016, il sort de nulle part quand même, Mais je suis oui. d'accord avec toi. En fait, le truc, c'est que certes, il a des résultats avant, tu vois, troisième à travers la Flandre en 2013, huitième de Paris-Roubaix, dixième de Paris-Roubaix, quatrième de Gand-Wevelgem, et après, bon, c'est les gros résultats qu'il a. Mais surtout, en fait, il y a 3 ans entre son troisième d'à travers la Flandre et sa victoire à Paris-Roubaix. Il y a 3 ans où il n'y a rien. Et le mec, en 2016, donc on est sur une fin de carrière quasiment pour lui, hein. Il prend sa fin de carrière en 2019. Il commence en 2000, donc on est vraiment sur une fin, enfin, sur vraiment la fin de sa carrière. Il va gagner Paris-Roubaix 2016. Il gagne devant quand même des très gros noms. Je vais essayer de les rechoper sous les yeux, mais voilà, il gagne devant, enfin, il gagne devant Tom Bonnen déjà. Si on peut replacer un petit peu le bonhomme, enfin, c'est quand Ouais, même c'est clair. un très gros coureur, mais enfin, il gagne devant Tom Bonnen, il y a du Seb Van Mark, Et Van Mark, je crois, Boassenhagen, ouais, 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 voilà. Immanuel Erviti, enfin voilà, quand même pas mal de beaux noms. Il gagne au sprint, donc voilà, sur des mecs qui sont expérimentés du truc, tu vois. T'es à quasiment 6 heures d'effort. Il y a un sprint qui se profile. Dans le sprint,
il y a Van Mark, Stannard, Bonnen et Heyman, tu te dis pas, ah, Heyman va le faire, c'est sûr, tu vois. Tu te dis que Bonnen, il va quand même aller la chercher, parce que bah, c'est quand même un expert de ce genre de course, Tom Bonnen. Mais non, non, c'est bien Mathieu Heyman qui va les gagner Paris-Roubaix 2016. Je l'ai mis là parce que, en cherchant un peu, c'est un nom. Déjà, je me suis dit, bah, déjà, tu gagnes Paris-Roubaix qui est quand même pas la course la plus simple du monde, quoi. Enfin, franchement, Paris-Roubaix, putain, comment c'est dur. Enfin, c'est très différent. Enfin, je trouve que ça reste une course, mais c'est quand même vachement différent dans la façon dont tu l'abordes, comparé je sais pas, par exemple, un Tour de Lombardie ou quelque chose comme ça. C'est vachement différent puisque tu as quand même un facteur qui rentre en compte, qui est ce facteur du fait hors course, tu vois. Par exemple, bah, typique cette année, hein, John de Gelcom qui aurait pu jouer la gagne, sur un fait de course, il se fait complètement sortir du truc, quoi. Euh, c'est, euh, Rappelle-moi qui est le coureur qui, euh, qui crève. Il y a l'année, je crois, où. Ah, putain, je sais plus que c'est. Oh, je sais plus. Il y a 2 ans, là, quand c'était Oh, sous la boue, là? sous la boue, il y en a un qui crève. Ouais, c'est Moscone. Ouais, Gianni Moscon, voilà, pareil, qui était vraiment en super forme, mais crevaison, bim, derrière, bah, tu joues plus rien. Enfin, tu vois, genre, Paris-Roubaix, c'est pas la course la plus simple à aborder, et lui va aller gagner cette course mythique avec une disette de 3 ans avant où il se passe rien. C'est-à-dire que t'as quand même des bons résultats avant, ensuite t'as vraiment 3 ans où t'as pas de résultats, du coup tu te dis, bah, il y a pas de résultats en 3 ans, enfin, voilà, quoi, il y a pas tellement à s'inquiéter, et derrière, boum, retour, victoire à Paris-Roubaix, et puis plus rien. Bah, je trouve ça assez fou. Et voilà, surtout, c'est un nom que je connaissais pas du tout, Matthew Heyman. Et voilà, je trouve que c'est la bonne occasion d'en parler. Et je l'ai mis troisième vraiment pour ce côté de. Il y a de la perf. Et en fait, surtout, je pense en 2013, après cette course-là, tu te dis. Enfin, après son à travers la Flandre de 2013, tu te dis pas, bon, bah voilà, Non, ça c'est va, clair. ça va repartir. Tu vois, tu te dis, bah c'est la fin. Mec, ça fait 15 ans quasiment qu'il est dans le peloton professionnel. Tu te dis, bon, bah voilà, 2014, il n'y a pas de résultat, 2015, pas de résultat, début 2016, toujours pas de résultat. Tu te dis, il n'y en aura pas cette année, c'est bon. Et le mec gagne Paris-Roubaix. Voilà. Improbable, improbable. Du coup, voilà, je Ouais, l'ai mis ici. là où je suis d'accord avec toi, c'est que jamais je me serais imaginé, même si je savais que Matthew Heyman, c'était un mec qui pouvait faire des top 10 sur les monuments, etc. Mais jamais je me serais imaginé qu'il gagnerait non plus un Paris-Roubaix, et surtout d'une telle manière. Et si vous avez jamais vu, je crois qu'il y a encore des vidéos sur YouTube de ce Paris-Roubaix. Pour moi, qui suit le vélo depuis les années 2000, c'est le plus beau de tous les Paris-Roubaix que j'ai jamais suivi. Enfin, franchement, c'était incroyable de A à Z. Et ce final, quand ils sont 5, ils font que s'attaquer. Tu vois qu'ils sont morts. Ils attaquent tous à tour de rôle. Les personnes arrivent à prendre 3 mètres. Et t'as Heyman qui était dans l'échappée matinale, qui contre Bonnen dans le final. Enfin, non, mais c'était grandiose ce Paris-Roubaix. Et ouais, ça fait plaisir que t'en parles parce que ça fait remonter des super souvenirs. C'était une super édition. Et effectivement. Non, mais Matthew Heyman, vainqueur surprise, voilà, effectivement, qui règle un groupe de Royal sur le vélodrome de Roubaix, ouais, c'était, voilà, super. Et effectivement, ensuite, derrière, on l'a plus jamais revu. Donc, non, mais tu m'as convaincu, et totalement bienvenue dans ce top 10, Matthew Heyman. Eh bien, magnifique, magnifique. Écoute, je te laisse passer sur ton top 2, Tiens. Oh là là, alors là, on rentre sur de la perf. J'ai vraiment hésité entre les 2 premiers, Ok. mais non, mais finalement, je me suis dit que mon premier, il était injouable. Donc, et bah écoute, honneur aux femmes pour cette deuxième position parce qu'elles le méritent. Est-ce que tu peux me citer le nom de la dernière championne olympique sur route? Ouah, bah, je Ah, pense à des Van der Breggen. Ah et putain, mais non! non, C'est la et portoricaine! ouais, non, non, c'est l'Autrichienne, Ah, ok. Anna Kiesenhofer. Oh, bah alors là, je, la- Tu je l'avais la... pas? bah, en fait, je la vois sur Cycling Fantasy quand je la mets dans mes équipes, mais c'est tout. Elle est championne d'Autriche, Anna non? Kiesenhofer. Même Actuellement, pas, non? non mais attends. Non mais attends. Anna Kiesenhofer, donc c'est la championne olympique sur route sortante, puisqu'elle a donc remporté les Jeux Olympiques Tokyo 2020, de Tokyo 2020 qui finalement se sont disputés en 2021. Non mais c'est une histoire incroyable. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, c'est totalement incroyable et c'est vraiment de l'étoile filante de l'étoile filante. Quand tu vas sur son profil euh, Wikipédia, Oui. elle est même pas citée comme cycliste. Mathématicienne. Mais Anna Kiesenhofer est une mathématicienne et ensuite ça dit être une coureuse cycliste autrichienne. Mais en fait, Anna Kiesenhofer, elle n'a jamais rien fait de sa carrière. C'est-à-dire que c'est une coureuse
même de troisième plan. Voilà, c'est une bonne coureuse, mais qui prenait des échappées, qui a gagné sur des très petites courses et très peu souvent. C'était une bonne spécialiste du contre-la-montre. Et donc, ces Jeux Olympiques d'été de 2020, donc, qui ont lieu le 25 juillet 2021, c'est un jour mémorable, en fait, ce qui s'est passé. Donc, Anna Kiesenhofer, donc, départ de la course en ligne des féminines des JO, elle prend l'échappée avec quelques autres coureuses. Derrière, tu as les Néerlandaises qui contrôlent à 10 minutes dans le peloton, etc. Pardon. Et, euh, et là, Kiesenhofer, donc, elle lâche une à une ses ses compagnons d'échappée, voilà, à 40 km de l'arrivée, elle se retrouve toute seule. Et puis en fait, elle sera jamais revue. Et en fait, les Néerlandaises avaient complètement oublié qu'il restait une fille devant. Elles avaient repris Ah, mais oui, les autres filles cette de image quand l'échappée. elle lève les bras Non, mais là. ouais, c'est incroyable. Et donc, Kiesenhofer, elle va remporter cette course en ligne des Jeux Olympiques. Et puis derrière, 1 minute 30 derrière, tu vois Annemiek van Vleuten passer la ligne, toute heureuse, j'ai gagné, etc. Et ça prend du temps en plus. Genre, son entraîneur, il lui dit bravo. Enfin, personne lui dit qu'elle a pas gagné. Et 5-10 minutes après, ça a pris énormément de temps. On lui dit, bah non, en fait, t'es pas championne olympique. Il y avait encore une fille de l'échappée devant. Et en fait, personne dans le peloton n'était au courant qu'il y avait cette fille devant et Anna Kiesenhofer donc qui a tenu la baraque et qui a tenu jusqu'au bout et qui va chercher ce titre de championne olympique. Mais c'est une histoire, mais c'est vraiment. Alors là, pour le coup, c'est dans le n'importe nawak, c'est du n'importe nawak. Mais je vois pas meilleure étoile filante parce que franchement, la fille a rien fait. Et championne olympique, c'est quand même Non, un mais des oui. titres suprêmes aujourd'hui en sport. Et puis depuis, bah, elle a de nouveau jamais rien fait. Donc voilà. Enfin, non, mais tu vois, Mais oui, enfin, voilà, j'avais pas regardé c'est trop les JO, incroyable comme histoire. Et ouais, c'est mais improbable. Non, mais oui, effectivement, j'y ai pas pensé au je revois début. Et puis l'image après, j'ai de la levée de bras de celle qui arrive deuxième. Je sais plus qui arrive de deuxième. Van Vleuten, Van ouais, Vleuten qui arrive c'est deuxième, Van qui lève les Vleuten. bras en mode let's go. Et personne savait qu'elle était devant en fait. C'est Non, ouf. mais c'est une performance, enfin, et je suis sûr qu'aujourd'hui, voilà, tous ceux qui nous écoutent, vous nous direz si vous vous souvenez de Anna Kiesenhofer, mais en tout cas, elle est toujours championne olympique sortante, donc incroyable. Mais il me semble qu'elle est sur Cycling Fantasy, mais j'ai peur de dire des bêtises. Mais il me semble qu'elle est dessus. Mais je sais plus. Peut-être que je confonds avec quelqu'un d'autre. Mais c'est possible que je confonde. Ok, mais putain, il est grave. Mais tellement c'est ouf. Mais revoir la scène là de la levée de bras, c'est vrai que c'était assez dingue et ça prouve vraiment ce contexte d'étoile filante. Quoi. Tu vois, personne ne sait qu'elle avait gagné. Je pense que c'est dingue. Ah ouais, non, C'est complètement dingue. incroyable. C'est unique. Écoute, moi en deuxième, en fait mon un il est là pour vraiment créer à fond du débat parce que c'est un peu euh, un petit coup, pas un coup de gueule, mais j'avais envie d'en parler en un. Mais mon deuxième, moi c'est Oliver Zog. Est-ce que tu... Ah, bah, on va peut-être en parler après, Eh ben alors. on en parlera après alors puisque c'est ton premier, ben on peut en parler maintenant On du peut coup. du coup en parler maintenant, du coup, parce Oui. qu'effectivement, moi, Non Oliver mais Zog, bah, ça il est en c'est première place de mon dingue. classement, mais oh Putain. là 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 là, Non mais c'est la seule c'est... victoire, Tour de Lombardie 2011 et seule victoire de sa carrière, Mais c'est oui. incroyable. Non mais la course qu'il fait, genre à la fin quand il attaque et que personne peut le suivre, c'est très grave. C'est très très grave je trouve. Mais vas-y, vas-y Ouais, Titien. bah, non, non, bah, vas-y, tiens, tant que tu y étais, pas de commence, et puis j'enchaînerai sur Zog. Bah ouais, non mais Oliver Zog, grosso modo, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas de palmarès. Il arrive sur une course qui est quand même, bon bah voilà, le Tour de Lombardie, on connaît la renommée de cette course, il y a des gros noms qui sont là, il y a du Pozzo Vivo, voilà, il y a du Philippe Gilbert aussi, Dan Martin qui était pas non plus quelqu'un de mauvais, Joaquim Rodriguez, on en a parlé tout à l'heure, l'un des meilleurs punchers du peloton à l'époque. Et puis voilà, il y a une course qui se profile pas mal avec voilà, du Nibali qui essaye un petit peu de secouer tout ça. Et puis à quoi, 10-15 bandes de l'arrivée, accélération d'Ivan Basso, et puis en fait, il y a un mec qui passe à l'attaque, un mec de la Trek, et c'est Oliver Zog qui part. Pas de nom, hein, le mec personne ne le connaît, hein, évidemment. Et en fait, bah, dans le peloton, on peut pas suivre Oliver Zog, on est incapable de réagir à l'attaque. Alors il y a bien Dan Martin qui essaye un petit peu après avec Rodriguez j'allais dire, merde. Et Pozzo Vivo? Et Pozzo Vivo, ouais, je crois, Ouais, ouais. qui partent à la suite. Et puis en fait, personne n'arrive à reprendre Oliver Zog. Et puis voilà, il va s'imposer tranquillement sur le Tour de Lombardie. Ah bah, en vrai, génial. Waouh, Oliver Zog gagne le Tour de Lombardie. Putain, un Suisse qui s'impose et tout. Génial, purée. La suite de sa carrière, elle va être super ouf parce qu'il gagne le Tour de Lombardie quand même contre des gros noms. C'est quand même dingue. Ce mec-là, en plus, doit sortir
Enfin voilà, il doit avoir un palmarès quand même assez fort. Non, pas du tout. Il fera huitième l'année d'après, c'est tout. Et en fait, c'est un gars qui a commencé en 99, donc en junior. En 2002, troisième du Tour de la Vallée d'Aoste. En 2003, Repetita. Et ensuite, son résultat d'après, il est 7 ans plus tard. Non mais c'est improbable. Donc c'est vraiment le, enfin, le no-name du vélo qui gagne une course ultra prestigieuse devant des méga grands noms. On s'en souvient un an avant qu'il tombe dans l'oubli et que, grosso modo, il ne fasse plus rien. Plus rien du tout, que ce soit sur les grands tours, que ce soit sur les courses d'un jour, mais plus rien du tout. Voilà. Pour Oliver Zog, si Titien veut peut-être rajouter plus de précision. Ouais, bah, c'est pour ça que je l'ai mis en première position de mon classement parce que finalement, c'est quand on parle d'étoiles filantes, c'est l'étoile filante de chez Étoile Filante. Et, et non, mais en fait, comment c'est possible aujourd'hui que dans le peloton, un coureur, sa carrière, il ait une victoire et que cette seule victoire, ce soit un monument? Enfin, ça me paraît fou, en fait. C'est incompréhensible. Et la manière dont il gagne ce monument, en plus, alors qu'il a jamais rien fait. Ils sont dans une côte, ils sont tous plantés. Et Zog, il met une attaque, mais derrière, c'est Non Basso, mais c'est oui. Gilbert à l'époque, c'était Dan Martin, Pozzo Vivo. Enfin, que des mecs. Ouais, il y avait Cunego, Joachim Rodriguez. Enfin, voilà, non, c'était que des cadors. Et Oliver Zog, en 500 mètres, il leur met 10-15 secondes, il sera jamais revu. Enfin, cette impression, je me souviens encore de facilité du Suisse. Mais déjà, qu'est-ce qu'il faisait là? Et non, non, franchement, Et puis, et puis en fait, enfin, surtout que les années d'après, il n'y a rien eu. Il n'y a même pas eu un seul résultat. Je me souviens de la Vuelta 2014 de Zog, ça y est, il est en échappé. Je me dis, il a retrouvé son punch, il va gagner une étape de montagne. Et en fait, il se fait reprendre par Ryder S. Jodal à 200-300 mètres de la ligne. Il est planté et finalement tous les espoirs qu'on avait pu avoir qui retrouvent un niveau, ils sont jamais revenus. Mais dans cette performance, je sais même pas comment la qualifier, elle est pire que surréaliste. Et voilà, non mais pour moi c'était forcément, enfin c'était une évidence de le mettre en numéro un parce que c'est what the fuck quoi, Non mais oui. c'est incroyable. Donc non non mais si vous avez pas vu, je crois que il doit y avoir des vidéos de cette Oui, victoire c'est d'Oliver sûr. Zog sur C'est sûr internet. qu'il y en a. Allez voir parce que franchement voilà, pour moi c'est l'étoile filante par excellence Oliver Zog et je pouvais que le mettre en première position de mon classement. Je crois carrément, quand j'ai vu ce nom-là en vainqueur du Tour de Lombardie, je me suis dit, mais c'est qui ce type? Et j'ai regardé un petit peu sur des vidéos et tout, et l'attaque qu'il met, tu fais, mais what the fuck, quoi, genre. À ce Ouais, c'est moment-là, ouf. il est tellement fort, tu vois, tu te dis, mais c'est ouf, genre, un peu comme à la Marc Padoun, tu vois. Et derrière, tu regardes sa carrière, il y a rien, quoi. Et quand tu le vois attaquer, tu te dis pas que c'est un mec qui a pas de carrière, quoi. Enfin, c'est ouf, oufissime. Écoute, en premier, ça va créer beaucoup. Enfin, moi, je sais que ça va énormément faire parler, faire du débat. Je pense que tu vas pas du tout être d'accord avec moi. En premier, moi, j'ai mis un mec qui euh, est pour moi une énorme déception, malgré le fait qu'il ait des bons résultats. Mais je vais un petit peu argumenter. J'ai mis Mark Hirschi. C'est lui mon étoile filante numéro un. Oui. Pourquoi? Mark Hirschi, cette année, il y a du résultat, certes, mais c'est du résultat sur des courses vachement secondaires, tu vois. Pas sur des courses sur lesquelles on attendait Mark Hirschi. Mark Hirschi, en 2020, c'est un mec qui gagne la flèche, il fait deuxième de Liège, je crois qu'il gagne une étape sur le Tour aussi. Voilà. En 2021, il est quand même encore assez. Bon, il est pas trop mal, mais c'est pas non plus. Voilà, c'est pas encore. C'est plus le niveau de 2020. Mais en fait, il est troisième champion du monde sur route aussi en 2020, faut pas l'oublier. En fait, Marc Hirschi, c'est un mec qui rivalisait avec le Alaphilippe des grands jours. On s'est dit, c'est un mec qui va être, voilà, qui peut être un rival de Julien, etc. Je crois que c'est lui hein, qui revient au Ouais, sprint ouais, sur ouais, il Alaphilippe pour était. le Tour de France. Ouais, ouais, et qui était le rival aussi sur Liège-Bastogne-Liège Ouais, numéro un là, qui d'ailleurs, qui allait gagner, et la Philippe fait son oui, écart, il et fait c'est son Roglic écart, qui gagne à la fin. Mais ouais, ouais, non, mais mais Hirschi en 2020, il il, était il supersonique. il était trop fort. Et Il derrière, sortait de nulle part surtout. oui, déjà il sort de nulle part parce qu'il avait une année en professionnel avec, avec pas de résultat du tout. Et derrière, donc il est impressionnant en 2020. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Enfin, vraiment, faut se dire que il rivalisait avec Julien Lafilippe qui était actuel. Enfin, je pense qu'à l'époque, et sans trop de problèmes, on peut affirmer qu'Alaphilippe c'était le meilleur coureur du monde, je pense, en 2020. En tout cas, dans sa spécialité, c'était le meilleur coureur du monde, c'est sûr. Après, si on prend voilà, comme on peut comparer des coureurs qui gagnent des grands tours et des coureurs qui gagnent des classiques, mais en tout cas, dans sa spécialité, c'était le meilleur coureur du monde. Et genre, pas de débat. Et le mec rivalisait avec Alaphilippe. Et à un point, on se disait, franchement, moi, quand je voyais Hirschi allié sur une course avec Alaphilippe, je me disais,
Waouh, c'est chaud quoi, il y a Hirschi qui est là, putain, il va falloir faire gaffe parce que c'est un mec, il était pas non plus con, hein, enfin, tu vois? Si je peux me permettre. Il était pas débile, Marc Hirschi, hein. Il savait gérer ses courses, il savait où attaquer, il savait comment placer ses attaques, enfin, voilà, c'est loin d'être un coureur idiot, enfin, et derrière, Marc Hirschi, il s'éteint complètement, il y a quasiment plus de résultats, enfin, il est maintenant quand il s'aligne sur une classique, enfin, bah, il est pas inquiétant, hein, Marc Hirschi sur une classique, je suis désolé. En 2022, son meilleur résultat, c'est 9e de l'Amstel et 9e de Liège. Et après, il gagne quelques trucs, mais voilà, enfin, c'est des genre Tours de Toscane, etc., etc. Enfin, des trucs, voilà, un petit peu de seconde zone sur lesquels on ne l'attend pas forcément, sans dénigrer ces courses-là. Il gagne le Tour de Hongrie cette année, il est champion de Suisse sur route. Mais bon, les Suisses, il n'y en a pas non plus des masses. Et voilà, il fait des deuxièmes places. Il gagne le Tour du Luxembourg aussi. Enfin voilà, mais c'est sur des courses, encore une fois, secondaires. Et on parle d'un mec qui, 2-3 ans avant, pouvait rivaliser avec Alaphilippe, quoi, à un point où genre c'était assez terrifiant, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de sa deuxième saison, il rivalise avec Alaphilippe. Il fait troisième des championnats du monde sur route, alors que c'était une année où il y avait du Roglic, du Kwiatkowski, etc., etc. Enfin voilà, d'autres noms. Le mec, il est dans ces eaux-là. Et là, il n'y a plus rien, quoi. Et pour moi, Marc Hirschi, c'est peut-être m'avancer beaucoup. Il a quel âge, Marc Hirschi? Il a 24, peut-être? Il a quel âge? 25. Il a 25 ans. Et pour moi, c'est un mec qui fera plus jamais rien sur des courses. Pour moi, je sais pas, je sens comme ça, mec. Je le sens comme un mec qui fera plus jamais rien. Et je me dis, c'est ouf de se dire que tu as rivalisé avec Alaphilippe. Genre, tu aurais pu gagner des courses face à Alaphilippe largement. Pendant 2 ans, tu aurais pu être là sur des courses face à Alaphilippe. Et derrière, il n'y aura plus rien. Et je trouve ça complètement dingue. Franchement, hein, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça me fait vriller de me dire ça, tu vois. Alors, je te trouve très dur. Enfin, pour moi, il mérite pas la première place, hein. Moi, je Qu'il voulais le figure mettre dans en le 1 pour top faire du 10, débat, mais ouais, 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 parce que c'est débat quand même, parce que effectivement, alors, enfin, c'est pas une étoile filante d'une, parce que cette année quand même, je l'ai trouvé plutôt très fort. Alors Mm. effectivement, sur les grandes courses, sur les monuments, il est pas dans les top Mais c'est top là où tu premiers, mais l'attends. aujourd'hui, oui, effectivement, mais les coureurs, ils ont évolué. On a des mecs aujourd'hui on a 4-5 mecs qui sont injouables, en fait. Il n'y avait pas encore Evenepoel, là, quand Hirschi est arrivé. Pogacar, c'était pas encore le Pogacar qui allait régenter le peloton professionnel. Maintenant, il y a du Vingegaard, Van Der Poel, enfin, tous ces mecs, ils ont énormément progressé aussi. Et aujourd'hui, ils sont à des niveaux injouables. Et Marc Hirschi, même si je suis d'accord qu'après sa saison 2020, il a eu une belle traversée du désert. Et là, je me suis dit qu'effectivement, ça allait vraiment être une énorme étoile filante. Je trouve quand même que sur des grosses courses, il est quand même très très fort. Je trouve que cette année, il a retrouvé un gros punch, donc Ah, mais c'est qu'on le limite, fasse quoi, figurer dans franchement. ses limites, mais là, tu crées vraiment du débat Bah parce ouais, mais que, en parce fait, que certes, il a voilà, je retrouvé trouve du que. punch, comme tu dis cette année, tu vois, mais c'est. Enfin, on parle d'un mec qui rivalise avec Alaphilippe, quoi, genre qui était au même Mais niveau que lui je suis dans les meilleures d'accord. années Bon, d'Alaphilippe. Alaphilippe, maintenant, il est moins fort que Marc Hirschi encore. Mais, Oui, mais oui, bien non, sûr, mais, mais. non, mais je suis d'accord avec toi que voilà, j'arrive pas à m'expliquer son niveau sur les 4 mois là, de 2020 où il a été incroyable. C'est clair que là, enfin, il était vraiment très, très, très fort. Mais voilà, c'est pas devenu non plus un no-name ou voilà, je trouve quand même que voilà, il fait partie des fers de lance sur les classiques en fin de saison. Là, je l'ai trouvé très très fort sur le Tour du Luxembourg, bah, qui remporte, je Oui, pense il l'a même, gagné, je oui. crois, je crois qu'il remporte le Tour du Luxembourg. Il est présent sur les classiques italiennes où il en laisse deux à Formolo alors que c'était le plus fort. Enfin voilà. Non, mais clairement, Tour de Lombardie, il fait encore dans les 10 premiers, enfin même ou juste après parce qu'il chute, mais il était quand même là. Donc effectivement, c'est pas le Marc Hirschi qu'on aurait pu Mm. pensé qu'il deviendrait après sa saison 2020, où moi, clairement, effectivement, je me disais que ça allait être un des cadors du peloton, le puncher jamais vu, mais cette année, quand même, je me souviens du tour de. C'est quoi? C'est le tour de Hongrie. Alors, certes, c'est que le tour de Hongrie, mais il est impressionnant aussi. Donc voilà. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il a eu un pic énorme et que depuis, il n'a pas réussi à le retrouver. Mais j'ai quand même vu des signes sur cette saison, peut-être d'un prémisse d'un retour de Marc Hirschi, si ce n'est à un niveau incroyable, au moins à un niveau très 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 fort dans le peloton. Donc je te trouve dur quand même Je sais. que ça peut générer de la discussion, mais là je te trouve un peu dur sur ta première place quand on le met devant Oliver Zog par exemple. Oui, oui, non, mais bien sûr. C'est quand même pas En le fait, même niveau. c'est pas dans l'idée que je trouve que c'est plus une étoile filante que Oliver Zog, pas du tout. C'est plus dans l'idée où je me dis que le potentiel qu'il a est pour moi énorme comparé à potentiellement tous les mecs qu'on a cités avant, tu vois. Je trouve que Ouais, ce qu'il était capable de faire, tu vois, Zog, il sort de nulle part.
et il fait une perf, et derrière, on le voit plus, tu vois. Hirschi, il sort de nulle part, il fait des énormes perfs, et genre, pour moi, il a beaucoup plus de potentiel que Oliver Zog là-dessus. Et derrière, il tombe dans un, pas dans un oubli, tu vois, mais il a des contre-perfs de ouf. Et là, derrière, on est content on est satisfait d'une victoire sur le Tour du Luxembourg. Voilà ce on est content de Marc Hirschi aujourd'hui. Marc Hirschi qui gagne le Tour du Luxembourg, pour nous aujourd'hui, c'est super, tu vois. Alors qu'il y a 3 ans, il était là pour gagner pour jouer de la gagne. Enfin, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en 1, mais je comprends aussi le fait que euh, je comprends complètement ce que tu dis, tu vois, mais c'est dans le ressenti que j'avais, en tout cas par rapport à Mark Hirschi, et ça m'a fait penser à un autre mec, juste comme ça, je pensais à Ben O'Connor, mais voilà, qui un peu dans le même profil que Mark Hirschi, je trouve. Mais sinon, voilà. Écoute, tiens, je pense qu'on est pas mal. On est Ouais, pas en tout mal. cas, bah On a de écoute, quoi faire. j'ai envie de dire à Marc Hirschi de te donner tort maintenant en 2024 et de Bah écoute, retrouver j'attends. un niveau incroyable. Voilà. Tu sais Mais quoi, en tout cas, tu écoute, surveilleras mes équipes Cycling Fantasy, je vais le mettre une seule fois, voilà. et on verra s'il me fait des points. Sinon, je laisserai quand même Romain Et bah Bardet. écoute, on fera ça alors. On fera comme ça. Bah, écoute, tiens, merci beaucoup d'avoir été là pour ce top 10 des étoiles Ouais, filantes. c'était trop bien. Franchement, on s'est bien marré. On a fait ressortir des bonnes anecdotes. Donc j'ai Mm, mm. vraiment kiffé ce moment-là. De toute façon, on te reverra, Titien, sur Écrasé Pédale. Ah bah écoute, si je peux revenir, voilà. De toute façon, on va essayer peut-être d'en faire d'autres sur le mois de décembre, hein, pour vous Ouais, faire on essaiera d'en faire patienter un peu pendant plus. l'intersaison. Donc, non, non, c'est un format super chouette. Voilà, ça permet de, de, de sujets un peu plus légers que les sujets qu'on prend, enfin, quand on analyse les courses ou Mm. qu'on fait les previews. Donc, c'est très chouette. J'ai adoré pour une première. Et bien, tant mieux, ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir. Tu vois, on est dans le partage dans Radio Fringale, c'est quand même Bah ouais, assez c'est trop bien. incroyable. Mais c'est cool de pouvoir ressasser un petit peu des thèmes comme ça, un petit peu funky aussi. Et puis surtout de pouvoir, bah, au final, on me raconte pas mal d'anecdotes sur certaines courses, certains coureurs, etc. Maintenant, bah voilà, grâce à nous, des personnes vont connaître Oliver Zog. Voilà. Ne nous remerciez pas, c'est gratuit. Ça nous fait plaisir. Incroyable. Eh ben écoute, Titien, merci pour tout. Merci à Merci tout le à monde toi. de nous avoir écoutés, en espérant que ça vous plaise. N'hésitez pas dans les commentaires toujours voilà, à donner votre avis, à pouvoir débattre. Souvent, moi je sais que je réponds pas tout le temps, mais allez, cette fois-ci je ferai l'effort de répondre un petit peu à tout le monde. Titien fera l'effort aussi, évidemment, il s'engage. Euh, Évidemment. je lui force la main. Hop, petit chèque glissé dans la poche. Mais voilà, merci à tous d'avoir été encore là. On se retrouve très vite sur Écrase les pédales. Et puis voilà, des gros bisous à tout le monde. N'oubliez pas d'adhérer à l'association, etc., etc. Tout est dans la description de toute façon. Et on se dit à la prochaine. Des bisous à tous. Salut. Ciao, bisous les gars. Et allez Romain Bardet.